Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'œil de JB pour continuer les bonnes pratiques de The Old World avec les règles spéciales. Alors, bonjour JB, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo consacré aux règles spéciales. C'est toi qui as beaucoup travaillé dessus. Alors, que peux-tu nous dire sur les règles spéciales ? C'est une vidéo qui va les passer, entre guillemets, les unes derrière les autres, hein, si j'ose dire, avec celles qui posent problème et celles qui sont simples. Donc, allons-y pour cette nouvelle vidéo de l'œil de JB, de l'archidiacre JB. Voilà, alors j'ai pas travaillé dessus, je les ai lus comme tout le monde au début, puis... à force de jouer, quand je me posais des questions, j'ai vérifié des trucs, puis des fois on me faisait remarquer, ah tiens, t'as vu ça. Puis voilà, à force de jouer et vérifier, on en a beaucoup. Vous avez vu donc le choix a été fait par les concepteurs d'avoir un seul socle de règles spéciales assez massif, plutôt que d'avoir beaucoup de règles spéciales sous chaque unité, comme je crois que c'est le cas dans d'autres jeux Games Workshop. Du coup, ça fait un énorme pavé de règles spéciales. C'est plus impressionnant au début. Par contre, quand on les a quand on a joué un peu et qu'on les a rencontrés, on comprend vite ce que font les troupes en face. Yes. Alors, par quelle règle veux-tu commencer ? Moi, je voulais commencer par les règles spéciales que j'appelle un peu orphelines. On en a déjà parlé un peu des autres vidéos, on va revenir. C'est-à-dire des règles spéciales qui sont pas dans la liste des règles spéciales d'une unité. Et que d'ailleurs, certains joueurs les rajoutent même... sur leur liste de mobilisation à côté des règles spéciales qui elles apparaissent sous le profil, c'est-à-dire obstiné, rapide et tout ça. Oui. J'en vois 3 genres. Il y a les règles de type, donc de type d'unité. Donc c'est page 188 où vous avez le détail de tous les types d'unités avec des belles erreurs de mise en page sur la VF au bout d'un moment, mais juste sur les résumés de type, mais on va regarder en détail. Donc en fait, voilà, c'est ces fameuses règles que j'ai déjà abordées qui sont liées au type, qui étaient très courantes dans d'autres éditions. Maintenant, elles ont plus ou moins toutes été déportées sous le profil de la liste d'armées, sauf quelques-unes. Voilà. Notamment, on a la règle Pato pour les monstrueux, que ce soit par exemple les infanteries monstrueuses et les cavaleries monstrueuses, donc pas les monstres, hein, qui fait que seuls les personnages Pato peuvent rejoindre des unités Pato. C'est-à-dire que vos figurines de type ogre ou de type cavalerie monstrueuse ne peuvent pas être rejoints par quelqu'un qui n'est pas de ce type-là. Voilà. C'est pas une règle très importante, mais rien que dans la partie d'hier, je voulais mettre un nécromancien dans une unité d'horreur des cryptes et je me suis souvenu, ah bah non, ils sont pas tout. Voilà. On notera la traduction assez rigolote de clumsy, mais bon. Les nuées, alors les nuées, elles ont des règles par contre qui sont un peu plus importantes. C'est des troupes qui je pense, j'espère vont être de plus en plus justes, parce que moi je les trouve vraiment chouettes dans cette édition, vu qu'elles sont plus instables. Et qu'elles perdent plus de points de vie au résultat de combat. Alors les règles des nuées, il y en a une qui est assez évidente, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fiche, c'est-à-dire quand elles sont détruites, enfin, pas de test de panique, hein, ça reste que des insectes ou des petits animaux. Une autre règle qui est un peu anecdotique, mais elles sont de sous-type infanterie les nuées. Donc dans les règles pures, si vous avez un personnage infanterie près d'une unité de 5 nuées, il peut ne pas être pris pour cible, sauf si c'est la cible la plus proche. Bah non, pas avec les nuées, ça marche pas. Le scarabée, ça vous protège pas d'un tir de baliste, voilà. Et la règle indisciplinée qu'on connaît, qu'on va voir aussi, existe aussi pour les bêtes de guerre, là dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc les bêtes de guerre et les nuées ne prennent pas le commandement du général, ne peuvent pas utiliser la règle de tenez les rangs de la grande bannière. Alors autant tenez les rangs de la grande bannière, vu que les nuées sont en général indémoralisables, elles servent à rien puisqu'ils font pas de test de morale, ils sont automatiquement cédés du terrain. Par contre, la règle de commandement. Voilà, pour avoir vu des nuées à commandement 4 beaucoup ces temps-ci, je peux vous dire que quand il s'agit de faire des marches forcées ou de se retenir de poursuivre, on regrette bien de ne pas pouvoir utiliser le commande général. Voilà. Yes. Donc ça, c'était les règles insignifiants. Donc insignifiant, c'est ne pas couvrir les personnages. Tout le monde s'en fiche et indiscipliné. Il y a une règle pour la cavalerie, il y a juste la règle profil mix, donc ça c'est vraiment une règle spéciale, hein. Ça c'est un truc qu'on est confronté dans le profil puisqu'il y a 2 lignes. Il y a la règle soutien de cavalerie aussi qui nous précise qu'il n'y a que les cavaliers qui font qui font des attaques de soutien. Ça c'est assez évident, mais bon, c'est mis. Voilà. Et donc les bêtes de guerre qui est un sous-type de cavalerie, eux ils ont indiscipliné. Alors ensuite des règles que moi j'ai tendance à oublier aussi pour les
les choses un peu plus lourdes. Alors déjà, on va voir les chars légers. Ils se prennent un des 3 points de vie quand ils passent dans le terrain dangereux. Le sac linéaire qui traite comme du infranchissable, pardon, et les terrains difficiles qui traitent comme du dangereux. Ouais. Donc la règle roue implacable. Voilà. Unité ayant cette règle ne peut être rejointe que par un personnage ayant également cette règle. Donc il y a beaucoup d'exceptions au fait qui peut rejoindre qui. Il y a même un gars qui a créé un fichier avec toutes les exceptions armée par armée sur ce qu'on peut pas rejoindre, c'est dire s'il y en a. Ouais. Voilà, d'ailleurs je te donnerai le lien pour voir tous les aides de jeu, c'est là où vous trouverez notamment la fiche de règles spéciales universelles en ordre alphabétique français qui sert bien quand on joue. Et puis ce genre de documents. Enfin, il y a pléthore de gens qui font plein d'aides de jeu, c'est chouette. On mettra ça dans la description de cette vidéo. Il y a la règle plateforme de tir que là par contre les gens oublient assez peu, hein, c'est-à-dire qu'on peut lancer des sorts et tirer à 360 degrés, enfin c'est-à-dire avec quand on est sur un char, celle-là elle est bien jouée, pas oubliée. Alors le genre de règle qu'on n'oublie plus, c'est la règle pesant qui est commune aux chars lourds et aux monstres. Qui est assez identique à la règle d'ordre dispersé, c'est-à-dire quand on fait pas de marche forcée, on peut faire un pivot gratuit à la fin de son mouvement. Voilà. Oui. C'est quand même pas mal du tout, parce que les chars lourds, par exemple, ils sont pas rapides, par exemple, donc on pourrait tendance à trouver ça moins maniable, mais il y a cette règle-là, et je me suis aperçu, donc en jouant avec mon sympathique partenaire du tournoi d'Angoulême, qui joue à un behemoth au mouvement aléatoire, le Squig broyeur pour ne pas le nommer. Je l'ai vu faire son pivot, et comme lui il fait pas de marche forcée qui bouge aléatoire, je dis ah mon dieu, j'ai joué une abomination plein de parties et j'ai oublié qu'elle pouvait faire un petit pivot de 90 degrés. Ça c'est la règle pesant, ouais, qu'on a tendance à oublier, enfin moi en tout cas, dans les gens que je rencontre, il y en a qui y pensent bien, tant mieux. Voilà. C'est donc une règle commune aux chars lourds et aux behemoths. Et aux monstres. Aux deux monstres, justement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que les behemoths, mais même les créatures monstrueuses, qui peuvent être petites, hein, comme je le disais dans l'autre vidéo, même un scorpion. C'est un type monstre, sous-type créature monstrueuse. Donc il a le droit au pesant. Oui, mais il est pas tirailleur. Il faudrait que je vérifie dans ça. Parce que le prince démon, par exemple, le prince démon, quand lui, c'est un personnage. Ah. Alors voilà, tiens, c'est une erreur qui est effectivement très facile à faire. C'est que pourquoi quand il y a une figurine toute seule, des fois elle est tirailleur, elle n'est pas tirailleur quand elle est de type infanterie ou cavalerie, ce qui n'est pas le cas du scorpion. C'est parce qu'il n'y a que les personnages de type infanterie et cavalerie, donc tous les sous-types inclus, hein, c'est-à-dire même les infanteries monstrueuses et même les cavaleries monstrueuses, ils sont tirailleurs quand c'est des personnages. Par contre, si le dernier, votre dernier chevaucheur de Férox, par exemple, il verra pas à 360 degrés, puisque c'est pas un personnage. D'accord. Donc ça, là, je disais voilà, que tous les monstres sont behemoths, même les créatures monstrueuses, c'est-à-dire les monstres plus petits. Donc je prends souvent l'exemple du scorpion parce qu'on ne le considère pas trop comme un monstre, mais c'en est un. Bon, il y a le griffon, je crois qu'il n'est pas behemoth, je crois le griffon, il est aussi... tu dois savoir, toi. Voilà. Et en plus, dernière règle spéciale de type, pour les behemoths, ils ont en plus la règle gronde terre, ça qui n'est pas oublié par les joueurs, c'est-à-dire que leur piétinement fait une PA moins de pénétration d'armure. De 2, en fait. Tout à fait. Donc ça, c'est ce que j'appelle un peu les règles orphelines. On peut tendance à avoir oublié parce qu'elles sont pas sous le profil de l'unité, elles sont liées au type. Et il y en a assez peu, donc elles peuvent rentrer dans la catégorie oubli ou négligeable. Mais des règles comme pesant ou plateforme de tir ou gronde terre, c'est quand même assez important. Oui, n'hésitez pas à le marquer sur vos listes d'armées, à faire un petit... comme une petite arbre de règles. Même les gens qui utilisent des builders, hein, il y a une fonction note dans les builders en général où on peut rajouter 2-3 trucs. C'est parfait pour ça. À noter aussi pour les nuées que quand vous êtes de la construction d'armées, et ça pas mal de gens l'oublient, vous êtes obligé d'avoir un certain nombre d'unités d'infanterie dans votre, dans votre list builder, et les nuées n'en font pas partie de ces minima d'infanterie. De ces minima d'unités, pardon. D'unités, ouais. La règle des 3 unités, voilà, moi qui comme toi aime beaucoup le format 500 points, même le 500 points du livre de base, hein. C'est une erreur très courante parce que, voilà, tendance à jouer peu d'unités, et si une des 3, si on en a que 3, est une nuée, une machine de guerre ou une bête de guerre, ce qui arrive très souvent pour les bêtes de guerre, elle ne compte pas dans le minimum. Donc c'est pas possible. Comme hier soir, là, mon adversaire, il avait 2 grosses cavaleries et 2 unités de bêtes de guerre, et je lui disais ton armée elle est pas, et pourtant c'était un format 1500, elle est pas légale parce que voilà, ce genre d'unité
elle n'est pas considérée comme une vraie unité par le général, donc c'est pas une vraie armée. Alors, continuons sur nos règles spéciales. Alors voilà, ensuite, donc ça c'était les règles spéciales de type. Ensuite, il y a des règles spéciales liées aux formations, qui sont assez évidentes. Hein. Je parle pas du fait de comment on se met en formation, si on est en tirailleur, qu'on voit de partout. Bon, les tirailleurs, c'est un cas particulier. En général, quand on pense tirailleur, on pense règle spéciale, donc on n'oublie pas. Mais voilà, comme le règle pesant, faut pas oublier que les unités en ordre dispersé, elles peuvent faire un pivot si elles font pas de marche forcée. Il y a aussi le fait des bonus de rang, voilà. Souvent, des gens me disent ça sert à rien d'ordre dispersé. Je dis bah si, t'as quand même été le seul à avoir des bonus de rang dans les décors, voilà. Alors que t'en as pas, qu'ils n'en ont pas les ordres serrés dans les décors. Voilà. D'ailleurs, officiellement, des règles spéciales, voilà, il y a ce qu'ils appellent les règles spéciales universelles, les règles spéciales d'armée, voilà, et les règles spéciales uniques. J'en profite justement pour parler de la priorité des règles spéciales, un truc qui existait déjà dans les 2 dernières éditions de Battle, c'est-à-dire que il y a une hiérarchie en cas de contradiction de règles. C'est-à-dire que les règles spéciales universelles, celles où on va passer du temps, c'est-à-dire toutes celles qui prennent beaucoup de place dans le livre, elles sont moins importantes que les règles spéciales d'armée, celles qui sont dans votre liste d'armée, qui sont elles moins importantes que les règles spéciales uniques, c'est-à-dire liées à un objet magique ou une figurine en particulier. D'accord. Voilà. Donc il y a une hiérarchie. S'il y a une contradiction entre votre objet magique trop fort de la mort qui tue et il dit oui mais moi c'est marqué je sais pas quoi dans ma règle spéciale de bas du livre, il dit ah bah non, la règle spéciale d'armée elle prend le pas, et même la règle spéciale de l'objet magique ou de personnage nommé ou d'une troupe très spéciale, elle va même prendre le pas sur tes règles spéciales d'armée. Voilà. Et voilà. Et là on s'attaque donc au gros des règles spéciales. Du coup ce qu'on appelle les règles spéciales universelles. Ils sont, je crois, 75 dans le livre. Donc ça paraît beaucoup. Tout le monde les a déjà vus une fois. On va les faire en français. Voilà, du coup, une petite tête de jeu, moi, qui me sert systématiquement, hein, c'est que dès que j'ai reçu le livre de base, j'ai vu que, donc, pour des histoires de mise en page, les règles dans le livre étaient en ordre alphabétique anglais. Et comme l'index c'est pas super complet, bah, j'ai juste fait une page avec les règles en ordre alphabétique français. Et du coup, chaque fois que elle est dans mon livre, et quand je veux vérifier, je sais pas, la règle mur de bouclier, par exemple, j'ouvre le milieu de mon livre et je tombe sur ce truc-là et je vois le mur de bouclier, c'est page 162. Donc je vais les faire en ordre alphabétique français. Je vais passer sur beaucoup de règles qui sont évidentes. Je vais juste préciser quelques trucs que j'ai rencontrés au fur et à mesure des parties et des vérifications, qui à mon avis sont bonnes à dire, parce qu'elles sont peut-être pas évidentes ou faciles à oublier, ou je ne sais. Yes. Donc le souffle, voilà, le souffle qui ne tire plus au corps à corps, hein, comme en 8e édition de Battle, et qui a été obligé par FAQ, donc vous le trouverez pas dans le livre, mais par FAQ a été obligé de préciser que ce n'est pas après une marche forcée. Et pas en réaction. Et pas en réaction. Alors il y a la règle la règle encombrant qui est mise dans plein d'endroits et qui se résout le problème pour à peu près tout. Alors ensuite on a arme perforante. Le seul truc que j'ai à dire là-dessus, alors moi au début quand le jeu est sorti, je dis on va l'oublier tout le temps, ceci, c'est en fait non, on s'en souvient bien. On a arme perforante en général. Par contre souvent, ça je pense que c'est dû à la traduction. Voilà, pénétration d'armure et arme perforante, vu que c'est des mots perforant et pénétration, c'est des mots très proches. On a souvent tendance à s'en mêler les pinceaux, mais c'est vraiment du vocabulaire. Après, les gens savent très bien que c'est l'un et l'autre. Mais ça arrive des fois en partie, quelqu'un me dit, oh, au fait, je te fais -2 en sauvegarde. Je dis non, t'as la règle arme perforante 2, t'as pas pénétration d'armure 2. Ah oui, pardon. Voilà. C'est pas automatique dès qu'on blesse. La règle arme à 2 mains, il y a que pour les joueurs que ça pose problème, parce que autrefois il y avait un amalgame entre arme lourde et arme à 2 mains. Maintenant, arme à 2 mains, c'est bien juste qu'on peut pas utiliser un bouclier quand on a une règle arme 2 mains. Et toutes les armes à 2 mains ne sont pas des armes lourdes, par exemple la hallebarde, qui est bien connue, et certains objets magiques aussi. Et le fléau. Attaque aléatoire. Bon voilà, ça serait page 175. Ouais, donc ça se fait juste avant d'attaquer, et ils disent que si on a plusieurs figurines qui ont la règle aléatoire, oui, finalement on le joue comme ça pour les déchus. Ouais. On fait pas un seul jet pour toute l'unité, mais chaque figurine, c'est bien comme ça qu'on le joue. C'est assez intuitif finalement, puisque ça reste une caractéristique. La règle attaque aléatoire, elle se fait pas pour l'ensemble de l'unité, elle se fait pour figurine par figurine. Elle se fait pour chaque figurine, ouais. Quand tu as une unité de 5 déchus qui tape, tu lances 5 D3 pour déterminer chaque déchu combien ils ont d'attaque. C'est assez intuitif parce que les gens ne voient pas la règle attaque aléatoire dans le profil. Ils voient surtout que sous la lettre A des caractéristiques, il y a marqué D3. Donc intuitivement, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, j'ai jamais vu quelqu'un qui le joue autrement. Intuitivement, ils savent que chaque figurine a D3 attaques. D'accord. C'est pas une règle piégeante parce qu'elle est à la fois dans les caractéristiques et dans la rappel des règles spéciales. Ça. Le piétinement qu'on connaît bien, hein.
qui ajoute beaucoup donc aux figurines qui l'ont. Je rappelle qu'elle se fait à initiative 1 non modifiable, alors ce qui est assez évident, mais on verra d'autres règles spéciales où il y a des initiatives modifiables. Il n'y D'accord. a pas grand-chose qui tape après. Je crois qu'il y a le vomi de troll, ils disent que même ça se fait après le piétinement. Mais se souvenir du gros de terre, là, des behemoths qui ont des piétinements moins. Attaque empoisonnée, donc qui marche à distance et au corps à corps. Mhm. Toujours la même règle que depuis toujours, le 6 pour toucher blesse auto. Et je pense, si je me trompe pas, mais je suis quasiment sûr que quand il faut un 7+ pour toucher, on a toujours ce fait que le poison ne fonctionne plus. Oui. Donc, je pense au tir. Attaque enflammée, ah bah, il y a des choses à dire un peu plus philosophiques. Il y a des gens qui trouvent que c'est une règle qui est presque un désavantage, puisqu'il y a quand même des figurines qui ont des sauvegardes invulnérables contre le feu. Voilà, attaque enflammée en positif, elle sert quand même à enlever la régénération des inflammables, qui sont pas si nombreux que ça. On est loin de la dernière édition de Battle où ça enlevait toutes les régénérations. Attaque magique, qui est une règle qui a son importance, parce qu'elle annule quand même les régénérations des engences du Warp, et puis elle blesse les éthérés. Ouais. Ça, c'est des évidences, je vais vite. La règle attaque supplémentaire, bon, on se pose souvent la question pour les frénétiques. Ils ont la règle attaque supplémentaire. En fait, c'est pas qu'ils ont la règle, ils ont pas plus un attaque profil, ils ont bien la règle supplémentaire. Quand c'est un jet de dé à faire pour attaque supplémentaire, contrairement à attaque aléatoire, on lance le jet de dé au tout début du corps à corps quand on détermine qui combat. Tiens, c'est marrant. On va faire simple. Voilà. La règle avant-garde. Donc l'avant-garde se fait bien avant de déterminer qui commence. C'est-à-dire on sait toujours pas si on va commencer ou pas pour faire l'avant-garde. Absolument. Et quand je dis quelque chose de très important niveau jeu, c'est que, contrairement à la règle éclaireur, les concepteurs n'ont pas interdit la charge après l'avant-garde. Donc on a potentiellement des unités qui peuvent charger tour 1. Voilà, avec l'avant-garde. Même tour 1 même tour 1 et par round 1. C'est-à-dire dès que la partie commence, on peut déclarer une charge et c'est embêtant parce que quand la charge est très costaud, on est souvent près de son bord de table en face, donc les fuites sont un peu plus risquées. Voilà, en tous les cas, on peut charger après une avant-garde. Donc la règle bande de guerre, souvent on pense au bonus de commandement. En général, on oublie qu'on peut relancer quand même le jet de charge, mais je trouve que ça va mieux autour des tables, on y pense un peu plus, mais on oublie quand même un peu, c'est quand même pas négligeable dans un jeu où la charge est semi-aléatoire. Et puis comme je te disais, en plus, voilà, le bonus de commandement, il n'est pas tout le temps, il ne sert pas pour se retenir de poursuivre. Ouais, ça c'est Donc, important. voilà. Il y a eu beaucoup de questions-réponses sur les bandes de guerre et les personnages et le général et tout, mais en gros, un général dans une unité, il va avoir son commandement modifié par la bande de guerre et il va passer son commandement modifié. Tout à fait. Mais il faut qu'il ait lui-même bande de guerre, sinon il annule le bande de guerre de l'unité. Voilà. Donc, il y a un choix. Soit on prend le. Il y a même, j'ai relu la règle récemment. Si on a un personnage qui n'a pas bande de guerre et qu'il a il a un meilleur commandement que l'unité après l'application de bande de guerre, on utilise le commandement du personnage qui n'a pas bande de guerre. Bande de guerre qui est une règle importante aussi au niveau de l'ensemble du jeu parce qu'elle, comme les gens commencent à se plaindre beaucoup, qu'ils trouvent que l'infanterie pêche un peu, qui est pas très surprenant dans un jeu de mouvement, mais là qui a été accentué par la perte souvent d'un bonus de rang, des choses comme ça. Voilà, bande de guerre, c'est quand même une règle qui fait jouer de l'infanterie, voilà, pour avoir des gros commandements. tout à Comme fait. les décors aussi peuvent motiver à jouer l'infanterie. Hein, Ah, bande hétéroclite. Alors celle-là, c'est une règle qui a clairement été écrite pour pouvoir jouer des figurines qui sont équipées différemment. Et donc le raccourci qui est général au jeu, c'est-à-dire on s'en fout un peu de comment les figurines sont équipées, moi je joue ce que j'ai mis sur la liste d'armée, là il est encore plus utilisé, c'est-à-dire que la plupart des gens, devant la complexité de la règle, ils disent bon bah ils ont tous ça et tout. Alors que je pense que bon, c'est un peu triste niveau figurine, et en plus ça peut être une règle qui va avoir un avantage, c'est-à-dire qu'on peut en tirer des avantages d'avoir différents types d'armes en fonction de comment on place les figurines, voire même lors d'une reformation, on peut avoir plus envie d'avoir des armes supplémentaires ou des armes lourdes ou des choses comme ça. Ou même des armes plus exotiques comme doivent avoir les mangeurs d'hommes, je pense. Ouais. Typiquement, si on considère par exemple les danseurs de guerre, je me suis rendu compte qu'ils avaient bande hétéroclite et que donc on pouvait mettre, par exemple sur une unité de 10, on pouvait en mettre 5 avec des lances et 5 avec 2 armes de base. Par exemple, ouais. Et là, du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que le deuxième rang peut taper s'ils ont des lances. D'ailleurs, ouais, l'attaque de soutien, qui est donc une règle pas spéciale, mais une règle de base, ouais, c'est beaucoup de gens confondent le fait que les lances interdisent de taper en attaque de soutien
et l'attaque de soutien. Donc les attaques de soutien se font, même si on a chargé, c'est juste une règle de la lance qui empêche de charger. Pour résumer en une phrase, pour les règles spéciales d'armes, il y a aussi une petite aide de jeu qui est très chouette sur le lien que je vais donner, où quelqu'un a juste repris un tableau des armes de corps à corps, des armes de tir, en mettant toutes les règles spéciales. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est des règles qui sont pas mises sous le profil de l'unité, donc il faut pas mal peut-être de les rajouter quand on est sûr qu'ils ont tel. Donc ça, c'était la bande hétéroclite, voilà, qui est quand même une règle faite pour jouer des figurines avec différents équipements, ce qui est assez cool, qui peut être assez complexe, voilà. Mais ça... Ah, la règle bien entraînée, bon, ça on en a déjà parlé plusieurs fois, hein. Donc souvent le raccourci, on dit qu'on peut se reformer avant de bouger. Non, non, on peut redresser les rangs. Les gens le font, mais c'est juste qu'on peut juste élargir son front ou rétrécir son front avant tout mouvement. Donc ça, c'est par FAQ, que ça soit bien clair, tout mouvement. Même des choses un peu exotiques, genre un repli en bon ordre, ou une suite, quand le... Pardon, un cédé du terrain, excusez-moi, parce qu'après un repli en bon ordre, on se reforme. Mais si on cède du terrain et qu'on a bien entraîné, on peut en profiter pour modifier le nombre de figurines qu'on a au premier rang. D'accord. Ce qui peut avoir un avantage des fois. Ouais, clairement. Clairement. Alors, autre règle très peu connue, autre sous-règle, c'est des choses qui sont marquées, mais en fait, souvent, moi je le vois pour certains joueurs qui ne retiennent que les avantages des règles. Donc ils vont oublier la deuxième phrase où il y a le désavantage. Il y a aussi des gens qui oublient aussi le deuxième avantage. On en a parlé pour Bande de guerre, qui permet de relancer le dé de charge. Eh ben, sachez que quand vous êtes bien entraîné, vous n'avez pas besoin de faire de test de marche forcée. Test de commandement pour faire une marche forcée. Ah mais Ce on qui est aussi oublie le cas ça. du vol. C'est le cas du vol aussi. Ça, je suis étonné qu'il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette règle. Quand on vole, on fait toujours des marches forcées. Bon, bah écoute. C'est Merci. tellement nul le pauvre vol, il fallait le booster un peu, tu vois. Ouais, c'est clair. La règle blessure multiple, voilà. Alors, tiens, j'en profite puisque j'ai eu la question 2 fois de suite ces derniers jours. Les blessures multiples, c'est bien au moment où il y a une blessure avérée, c'est-à-dire, et c'est même marqué dans la règle, après toutes les sauvegardes, donc inclus la sauvegarde de régénération. Absolument. Il y a beaucoup de gens par habitude, ils faisaient la régénération à la fin, parce que dans certaines éditions de Battle, c'était comme ça. Maintenant, c'est une sauvegarde, c'est même marqué une sauvegarde d'armure, qui est pas très adroit, mais bon, bref. Donc, vous faites des blessures multiples une fois que toutes les sauvegardes ont été ratées. Ah, et truc très important, et c'est un truc annexe, mais ça a à voir avec blessures multiples. Quand vous avez des unités de figurines à plusieurs points de vie, comme les trolls, je sais pas, les nuées, les choses comme ça, c'est bien l'unité qui perd des points de vie. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une figurine qui perd de points de vie, celle d'à côté qui en perd un, d'accord. Et notamment dans le cadre de la règle blessure multiple, je peux dire, alors vas-y, je vais faire une attaque sur celle-ci, une attaque sur celle-là, on tape, et on peut pas faire plus de points de vie par attaque que le nombre de points de vie de la figurine visée. Et si pareil, vous faites un des 6 blessures et que vous faites 6, il n'y a qu'un ogre complet qui s'en va parce qu'il a que 3 points de vie. Et qu'il y a une touche, par exemple, de canon. C'est une seule touche qui ne peut pas faire plus de 3 points de vie. Enfin, le canon, c'est un des 3 plus 1, mais si vous faites 4 points de vie en moins avec un canon, il n'y a qu'un ogre, enfin, il n'y a que 3 points de vie dans l'unité d'ogre qui saute. Tout à fait. C'est pas des choses évidentes, du coup, je me remarque. Mais donc, ce qu'il faut retenir pour la règle blessure multiple, c'est que c'est après toute sauvegarde, y compris régénération, et qu'on ne peut pas enlever plus de points de vie en une touche que le nombre de points de vie d'une figurine de l'unité à plusieurs points de vie. Cavalerie rapide. Eh ben, la cavalerie rapide, c'est la règle qui permet de faire un pivot de 90 degrés après une marche forcée, quand on a l'ordre dispersé. Les gens qui jouaient à Warhammer savaient que c'était très très maniable les cavaleries légères. Cette règle-là, plus l'ordre dispersé, rend les cavaleries légères non tirailleurs quand même très maniables, puisqu'elles avancent beaucoup. Yes, ne pas confondre avec la règle rapide. C'est bien la règle cavalerie rapide. Voilà. La charge dévastatrice, qu'on connaît bien, voilà, il faut juste pas oublier qu'il faut quand même avoir fait 3 pouces pour avoir la charge dévastatrice. Voilà. C'est vraiment rarement joué comme ça. Bon, souvent c'est des unités de cavalerie qui chargent loin, donc il n'y a pas de problème, mais sachez que si vous êtes à moins de 3 pouces d'unité qui a charge dévastatrice, comme nos amis les chevaucheurs de sanglier ou les chevaliers Pégase, eh ben, ils sont beaucoup moins destructeurs, comme le char. On verra ça après. Un combat sur plusieurs rangs, dont j'en ai déjà parlé. Donc la règle combat sur plusieurs rangs, elle ne s'élimine pas quand on... Donc on a 2 choses. Elle ne s'élimine pas quand on a chargé, ça c'est vraiment une règle de la lance. Et la deuxième, c'est que je rappelle qu'il faut que la figurine devant soi soit au contact pour qu'on ait l'attaque supplémentaire avec le deuxième rang. Donc quand on joue des grandes lignes, voilà, quand on joue des grandes lignes, les figurines sur les côtés, elles vont pas rajouter d'attaque en plus. C'est celles derrière ceux qui sont au combat. Enfin, au contact ce classe-socle, pardon. Ah, alors la règle conscrit, que beaucoup de gens appellent levé, puisqu'elle s'appelle levise en anglais, donc elle a été traduite par conscrit. Voilà. C'est une règle qui... son avantage, c'est qu'on ne provoque pas de test de panique aux autres unités, sauf si elles sont conscrites. Par contre, on ne peut pas utiliser
le commandement du général. Donc, quand vous avez des unités comme ça qui ont souvent des faibles commandements, faut espérer qu'elles aient bande de guerre, qu'on puisse les booster un peu parce que ça vole pas très haut, quoi. Un peu comme nos amis, les bêtes de guerre ou les nuées. Voilà, on peut pas utiliser non plus la règle tenez vos rangs, c'est-à-dire la relance de la grande bannière. Ok. Ah, la contre-charge. Hier, dans ma partie d'hier, le joueur en face, il me dit je te contre-charge, mais je suis juste à côté de toi, mais j'ai fait plus de 3 pas. Dans la contre-charge, c'est faut être à plus du M du chargeur. Ouais. M, donc la caractéristique du mouvement. Et attention, c'est sans compter les roues. C'est-à-dire qu'il faut que quand vous posez votre mètre, il y ait plus que la caractéristique mouvement du chargeur. Là encore, c'est très important parce que c'est pas lié au type, tous ces trucs-là. On peut avoir des cavaleries en base qui sont censées pas être super, comme les cavaliers de l'Empire, non du cercle intérieur, qui ont quand même tous la contre-charge. Alors que chez les guerriers du chaos, il y a seuls les élus. Et d'ailleurs, je précise que par errata, il y a aussi le destrier du chaos des personnages qui ont lui rajouté la contre-charge. Il n'avait pas. À noter que la contre-charge ne fonctionne pas contre les unités d'infanterie. Faut s'en rappeler. Ah oui, j'ai pas pensé à dire ça. Effectivement, c'est une erreur quasi. Enfin, on a donc les bonus de charge et le jet de dés de contre-charge est important puisque en fonction de si on fait 3 ou moins de 3, on va peut-être taper en même temps avant ou après le gars qui nous charge. Donc ça, dans un jeu où il y a où la charge est importante, notamment pour diminuer les attaques ennemies, c'est une règle qui est pas négligeable. Effectivement, on contrecharge pas l'infanterie. Beaucoup de gens, ça les fait hurler. Je sais pas le pourquoi du comment. C'est pour renforcer l'infanterie, tout simplement. Voilà, pense, par parce exemple. que sinon, oui, effectivement, ce serait compliqué. Mais du coup, par exemple, une unité. Un autre avantage de l'infanterie, Ah ouais, bien sûr, c'est un gros moi, avantage je de pense que l'infanterie. vraiment, voilà. Enfin, moi, je connais que enfin, je suis un peu à l'étranger ce qui se passe, mais c'est vrai que dans le circuit français, on se plaint beaucoup de l'infanterie, mais le jeu, il est encore en phase de découverte, on va dire, ou de deuxième découverte, et on va trouver qu'il y a des avantages. Voilà, par exemple, quand on va commencer à jouer beaucoup plus les décors spéciaux, on sera bien content d'avoir de l'infanterie. Hein. Ah Voilà, oui, parce oui. que dans le scénario où ça rapporte plusieurs centaines de points de victoire d'avoir le décor spécial, les gens qui jouent pas d'infanterie, ils partent un peu embêtés, quoi. Le coup fatal. Alors le coup fatal, j'ai un truc à dire sur le coup fatal. Oui, le coup fatal, ça marche sur tous les sous-types de cavalerie et tous les sous-types d'infanterie. Ça choque toujours beaucoup. Donc on peut coup fataliser un duc sur Pégase Royal. On peut coup fataliser des dragons ogres. Parce que c'est des sous-types d'infanterie et de cavalerie. Donc toutes les infanteries et les cavaleries. On peut coup fataliser des nuées. C'est-à-dire qu'on est tellement bon, on coupe la tête à tous les rats en même temps, quoi. C'est le côté Voilà. H de En fait, Gotrek. il y a beaucoup de choses comme ça qui sont. C'est peut-être parce que le terme monstrueuse ressemble trop au terme monstre, mais voilà, il faut bien penser que cavalerie monstrueuse et infanterie monstrueuse, ça reste de l'infanterie. Que bête de guerre, ça reste de la cavalerie, et que nuée, ça reste de l'infanterie. Voilà. C'est pas évident, mais c'est parce que maintenant, il y a vraiment un type et sous-type. Donc allez-y, coup fataliser les nuées et coup fataliser les férox et coup fataliser tous les trucs comme ça. C'est là que les figurines qui ont à la fois et coup fatal et tueur de monstres sont extrêmement dangereuses au corps à corps. Suivez mon regard. Alors le cri de ralliement. Ah. Alors le cri de ralliement, j'ai un truc à dire sur le cri de ralliement. Alors, c'est au niveau du phasage. C'est extrêmement important. Parce qu'il a lieu à la sous-phase de commandement. Tout le monde sait à peu près le principe. Ça permet d'avoir une deuxième chance, une première chance de se rallier avant le ralliement normal. Il faut être à portée de commandement du personnage qui a le cri de ralliement, donc des personnages combattants en général. À noter que tous les personnages combattants de toutes les armées n'ont pas de cri de ralliement. Et nos amis les elfes, par exemple, les hauts elfes, il faut qu'ils prennent un honneur. Les elfes noirs, je sais même pas s'ils y ont accès, peut-être quelques-uns. Et par contre, les elfes sylvains, ils ont plus de cris de ralliement. Bon, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de généralité. Il faut bien avoir les règles spéciales de son unité devant les yeux. Les premières fois, on la joue. Surtout quand on est à petit format, c'est facile. Après, on les intègre et c'est bon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, si on réussit un cri de ralliement à la sous-phase de commandement, donc au début de la phase de stratégie, presque au début de la phase de stratégie, eh ben, imaginez, vous avez un magicien en fuite. Eh ben, vous le ralliez à la sous-phase de commandement, eh ben, il va pouvoir lancer ses sorts de conjuration. Alors que si on le rallie à la phase de ralliement des troupes en fuite, il ne pourra pas lancer ses sorts. Absolument. Donc, c'est un autre avantage du cri de ralliement. Alors, la règle de détachement, voilà, qui est bien connue des joueurs de battle. Bien faire attention dans votre armée qui a la règle unité mère et qui a la règle de détachement. Un petit détail aussi que j'ai déjà vu en erreur de règle, ça diminue
le nombre de figurines minimum à 5+. Voilà, c'est-à-dire que on peut être surpris de voir des détachements de 5 figurines dans des troupes qui devraient avoir plus, mais voilà. Après, dans les faits, il n'y en a pas tant que ça, des unités mères des détachements. Par exemple, chez nos amis les nains, je crois qu'il n'y a que les dracs de fer qui sont détachements. Et peut-être une seule qui est unité mère. Voilà. Bon, les règles de détachement, j'en reviens pas. Pour moi, elles sont assez claires sur ce qu'on peut faire en charge et en truc. Il faut pas oublier que ça reste une unité séparée aussi. C'est pas la même unité, même si elle prend des bonus de psychologie, pardon, de psychologie. Certaines règles spéciales de l'unité mère. Et au maximum, la moitié des figurines de l'unité régimentaire, parce qu'en général, on y pense. Voilà, c'est ça. On peut prendre toutes les améliorations du détachement, donc les armes, les choses comme ça. Par contre, pas d'état-major. Donc ça veut dire que votre détachement qui a accès à l'arquebus, par exemple, ou je ne sais pas, il peut les prendre, mais par contre, il ne va pas pouvoir prendre le champion tireur. Ok, ça c'était la règle spéciale détachement. Après, je reviens pas sur les détails des règles, je trouve assez clair. Oui. Ah, la règle dresseur de monstres, qui avait fait sa apparition à Battle en V7 ou en V8. Concrètement, en fait, ça rajoute potentiellement des sauvegardes à vos monstres, en fait. Absolument. Mais elles ont un coût. Voilà, elles ont un coût sur un 5+. Alors donc, ça se passe après toutes les sauvegardes, le dresseur de monstre, c'est au moment de prendre la blessure. Par contre, elle a un coût indirect, cette sauvegarde, c'est que ça va baisser en général le commandement de votre monstre quand il a plus ses dresseurs, et vous perdez aussi des attaques de corps à corps de dresseurs. Parce que je rappelle que dès que le monstre est en contact, les dresseurs peuvent taper, même s'il n'y a pas de contact physique. Et au niveau justement du placement des figurines... Voilà, on peut les placer à n'importe quel endroit adjacent au monstre, en contact socle avec le monstre. Donc c'est plus les deux petits dresseurs de risque qui se baladent, mais c'est deux figurines qui sont là, un peu comme des quasi-pions, parce qu'en général ils n'ont pas de profil. Ils ont certaines parties de leur profil de caractéristiques qui sont inexistants. Et dès qu'ils bloquent le mouvement de la ligne de vue, on les déplace comme pour les servants d'une machine de guerre. Voilà. Et la règle éclaireur. Ah, alors, deux choses à dire sur la règle éclaireur. La première chose, c'est que, contrairement à la VF, en VO, vous n'êtes pas obligé de déployer vos éclaireurs en dernier. Et ça a une grosse importance, parce que, contrairement à des éditions de Battle, les éclaireurs ne se déploient pas, ils ne se placent pas après le déploiement, mais ils se déploient. Ça veut dire que si vous faites le choix de placer vos éclaireurs en dernier, vous donnez le +1 pour savoir qui commence à votre adversaire. Sauf si lui a des éclaireurs aussi et qu'il les place après vous. La VF, c'est pareil, il se déploie, donc il compte dans le déploiement, donc il donne le +1. La différence VO-VF qu'on a remarqué hier soir au club, c'est que je jouais contre un gars d'ailleurs qui est traducteur de... Non, je jouais à côté d'un gars qui était traducteur de métier et il me dit, je lui dis, mais tu sais, t'es pas obligé de les déployer en dernier, parce qu'il posait la question, alors je donne le +1, oui, mais t'es pas obligé. Il me dit, bah si, c'est marqué dans le livre français, ils sont placés en dernier, et en anglais, il y a bien un mais, ils peuvent être placés en dernier. Donc vous pouvez choisir de déployer vos éclaireurs en même temps, dans la même... de manière classique, en fait. Voilà, dans la même chronologie que les unités normales. Tout comme le jet de dés aussi, qui est dans la règle éclaireur, quand plusieurs joueurs ont des éclaireurs, on tire au dé qui met le premier, mais par contre le gagnant de dé choisit pas, il est obligé de mettre en premier son unité d'éclaireur, ensuite l'autre unité d'éclaireur, ensuite moi j'en en mets une, voilà. Donc il y a un jeu de ping-pong. Et là, l'issue de ce jeu de ping-pong, en plus du placement pour bloquer le positionnement des éclaireurs adverses et pour prendre les meilleurs endroits, il y a aussi le +1 pour commencer qui va dépendre de qui place, qui déploie. Voilà. Donc une grosse différence avec les éditions de Warhammer, c'est-à-dire que les éclaireurs font partie du déploiement. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, si vous ne les mettez pas en éclaireur, vous les déployez de manière classique. C'est-à-dire qu'ils ne donnent plus automatiquement le +1 à votre adversaire. En revanche, ils prennent un slot de déploiement. Ils prennent un slot de déploiement et vous les mettez dans vos 12 pas si vous avez un déploiement à 12 pas. Vous les mettez pas n'importe où, quoi. Voilà, ça sert aussi à augmenter le nombre de déploiements. Enfin. Oui, tout à fait. Oui, après les règles de placement, je reviens pas dessus, elles sont assez évidentes. Un truc important, du coup, quand vous avez des troupes qui ont la règle embusqueur, c'est le même principe. C'est-à-dire que il y a certaines troupes qui sont embusqueurs et éclaireurs. Ça, c'est général même pour les éclaireurs. C'est quelque chose qu'on choisit au moment de se déployer. C'est pas en début de partie, comme la plupart des gens font ça. Non, ceux-là, t'inquiète pas, je les placerai en éclaireur. Non. C'est marqué dans la règle. Voilà. C'est quand on les déploie qu'on fait le choix de les mettre soit en éclaireur, soit pas en éclaireur, ou soit en embusqueur, soit pas en embusqueur, ou soit en éclaireur, ou soit en embusqueur. Voilà. Ces choix-là, ça, c'est intéressant tactiquement. C'est-à-dire qu'on n'annonce pas dès le début, ceux-là, ils arrivent plus tard.
en fonction de ce que le gars fait en face en déploiement. Moi, je m'en sers beaucoup parce que quand je vois que le gars, c'est un super tunnel où on peut déployer les éclaireurs, bah, mes embusqueurs, ils vont pas y aller. Ou pareil, si jamais le gars, il a tout réveillé, il y a aucun endroit intéressant pour mettre les éclaireurs, bah, je vais les mettre dans ma zone de déploiement, quoi, pour pas donner le plus. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Un jeu de table. C'est-à-dire que c'est pas marqué dans la liste quand est-ce qu'on les déploie, c'est nous qui choisissons en fonction de ce qui se passe en face, parce qu'on joue pas tout seul. Et comme tu dis souvent, on joue avec quelqu'un et pas contre quelqu'un. Ah oui, ça c'est clair, c'est très important. Et ça correspond bien, j'aime bien quand je joue avec quelqu'un, discuter, dire ce qui est possible et tout. Donc voilà, donc comme éclaireur et embusqueur, ça suivait, on en a déjà parlé. Alors un petit truc sympa sur les embusqueurs, donc je refais pas le laïus sur le fait que vous n'êtes pas obligé de les mettre en embusqueur. En fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent des embusqueurs en disant « Ouais, mais ils viennent. » Alors, ils viennent selon les règles de renfort. Les règles de renfort, vous devez être accolé au votre bord de table, hein, complètement collé. Alors, l'histoire de regarder vers le centre, si on joue sans l'erreur de traduction, c'est juste qu'on est collé au bord. Hein. En anglais, c'est bien marqué tout l'arrière collé. Et ensuite, vous bougez sans faire de marche forcée. Rappelons, alors très important sur la chronologie, j'y tiens, mais parce que là, c'est aussi une importance de jeu, c'est pas juste... Comme on a l'impression que des fois, je fais du droit et que ça sert à rien, non. Il y a 3 phases pour les embusqueurs. Le jet de dés pour savoir s'il arrive, il est au début du tour, c'est-à-dire tout au début de la phase de stratégie, rien avant. Donc là, on détermine. En général, les joueurs, ce qu'ils font, ils prennent leurs figurines et ils les posent. Et ensuite, ils vont les bouger à mouvement restant. Non, en fait, on décide. On voit s'ils arrivent à ce moment-là, mais on n'est pas obligé de les placer. Ce qui est un avantage. Parce qu'on va regarder comment va se passer la déclaration des charges, les ralliements des fuyards, les éventuels sorts à la conjuration. Et une fois arrivé au mouvement aléatoire, on les pose à ce moment-là. C'est-à-dire que si l'unité que vous aviez pris pour cible, tout d'un coup, elle se retrouve avec endurance 7, je dis bon, je vais peut-être pas aller essayer de l'emmerder, je vais me mettre ailleurs. Donc il peut se passer des choses. Ou s'il y a des fuyards qui sont venus s'obstruer, ou s'il y a eu un test de panique, quelque chose qui s'est passé, un fiasco. Là. Donc en fait, c'est assez sympa de savoir qu'on peut les garder encore un petit peu en réserve, en sachant qu'ils arrivent à ce tour-là pour les mettre. Donc ils arrivent, les embusqueurs. Donc 3 phases, on fait le jet de dés en début de tour. Deuxièmement, on les pose au mouvement obligatoire, c'est-à-dire avant les autres mouvements mais après les charges. Et ensuite on les bougera au mouvement restant sans marche forcée. On se rappelle qu'on les pose aussi à plus de 8 pas de l'ennemi. Ils n'arrivent pas, ça c'est bien marqué dans la règle. Alors il y a beaucoup de gens qui se plaignent, disent ouais mais moi mes embusqueurs ils arrivent et puis je sais pas s'il y a un canon il fait un tir de mitraille ils sont morts, ou le gars il se retourne il tire dessus, ou il lance un projectile magique, enfin ils ont servi à rien. Et effectivement il y a une hiérarchie des embusqueurs entre l'embusqueur de corps à corps et l'embusqueur de tir. L'embusqueur de corps à corps, les deux vont avoir des avantages de mouvement, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir occuper le terrain, gêner des gens et tout, mais pour faire des dégâts il faut que l'embusqueur de corps à corps lui il va falloir qu'il attende le tour d'après pour charger, alors que l'embusqueur de tir il arrive et il tire quoi. Voilà, ce qui le rend efficace de suite. Alors la règle encombrant, donc quand vous avez cette règle-là, alors ne pas confondre avec une règle d'arme, dont le nom français est très proche, incommode. Voilà. Incommode, c'est quand on bouge, on a -2 pour tirer. Ça c'est une règle d'arme, donc c'est pas les règles spéciales universelles, c'est les règles d'arme, c'est encore une autre catégorie. J'avais hésité à aborder, mais je me disais que ça faisait un peu lourd. Et donc encombrant, c'est on peut pas faire de maintien et tir. Donc c'est assez bien parce qu'il y a plein de troupes un peu zarbides à Warhammer Battle. On se demande est-ce qu'on peut tirer, est-ce qu'on peut pas tirer. Alors dans Battle, c'était souvent marqué, dans l'édition que j'ai le plus, il fallait avoir une arme de tir, donc ça servait à s'en sortir un peu pour pas faire tirer les machines de guerre et autres trucs. Là maintenant, ils ont bien fait le travail, ils ont rajouté encombrant partout, même sur mes pauvres Jedi. C'est bien fait pour toi. Voilà, c'est bien fait pour eux. Ils n'ont qu'à pas tirer si fort, si loin. Engeance du Warp, donc on a abordé quand on parlait d'attaque magique. Donc c'est l'équivalent de l'inflammable pour enlever la régénération, sauf que l'inflammable c'est la régénération qui saute à l'attaque enflammée, et l'engeance du Warp c'est la régénération qui saute à l'attaque magique. Yes. L'escorteur de char. Ah, alors ça sur le papier c'est super chouette, mais je crois que je l'ai vu. J'ai déjà vu certaines personnes se déployer comme ça. Je crois que j'ai vu une fois quelqu'un vraiment utiliser la règle. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Il faut y réfléchir avant et tout. Donc, sinon, les règles sont assez claires de l'escorteur de char. Je rappelle qu'on voit entre les tirailleurs dans cette édition. Donc, le char, il voit entre ces escorteurs qui sont devant. Donc, ça lui pose pas de problème pour charger la ligne de vue. Même s'il n'y a pas de lignes de vue qui sont tirables, eh bien, le char derrière voit à travers les escorteurs de char. Qui sont en quinconce et qui sont tirailleurs. Ok, c'est contre-intuitif, mais c'est pas mal.
Donc voilà, et puis c'est vraiment la règle est vraiment faite pour pas qu'ils gênent les chars, puisque même si le char finit le mouvement sur l'escorteur, on le bouge. Et voilà, et tant qu'ils sont en tirailleurs, ils traitent les chars amis qui sont à 1 pouce ou moins des figurines de l'unité comme faisant partie de l'unité pour ce qui est de la cohérence d'unité. Ça veut dire que même si on bouge les escorteurs de chars pour laisser la place aux chars, ils vont pas partir du champ de bataille pour la règle lutter éloigné des autres tirailleurs. D'accord. Bon, une règle qui fait pas mal fantasmer, mais moi je vois en partie, à part les gens qui jouent vraiment des tirailleurs très en ligne, je vois très rarement il y a toujours un moyen pour les faire rejoindre le combat. Donc faut pas trop s'alarmer, genre ah, je vais perdre tous mes tirailleurs. Ça empêche de les jouer très en ligne, je trouve c'est bien, parce que c'est pas tellement l'esprit du truc, c'est plutôt. Sauf pour les couverts contre les armées de tir même. Esquiveur. Ah, alors bah, ça fait partie des petites règles très très sympas de cette édition que j'avais déjà vu dans l'historique. Je pense que ça doit être à Ancient Battle, mais je suis pas sûr là pour le coup. Voilà, c'est des règles qui permettent d'avoir des réactions de recul qui permettent donc de reculer quand on se fait tirer dessus. Alors un petit détail intéressant qu'on m'a posé la question, c'est durant la phase de tir. Donc ça va marcher sur toutes les attaques qui ont lieu à la phase de tir. Donc même le cri de Banshee, même tout ça. Ça c'est bien, c'est un truc qui est bien écrit pour le coup. Durant la phase de tir, quoi qu'il arrive, même le souffle par exemple. Donc esquiveur, c'est une fois par tour, hein, par contre. Voilà. On peut pas esquiver plusieurs tirs. D'accord. Donc on tire dessus, t'esquives. Si on te tire une deuxième fois dessus, bah tu la prends dans la tronche. Tu manges. Voilà. Voilà. Ok. Si t'es parti dans le mauvais sens, bah, t'as mis les deuxièmes tireurs à portée courte, tant pis pour toi. Ce qui Exactement. arrive peu, mais bon. Alors la règle éthérée. Voilà. Bon, bah alors la règle éthérée, mon Dieu. Bah panique à bord parce que qu'est-ce que je vais faire contre les éthérés? Je peux pas gérer les éthérés. Qu'est-ce que je vais faire contre les éthérés? Je peux pas gérer les éthérés. Bon, alors en général, ils ont la règle instable, les éthérés. Donc c'est pas parce que vous les blessez pas qu'au corps à corps, ils vont pas perdre des points de vie en fait. Oui, tout à fait. Et Voilà. puis bon, il y a quand même de Faut plus en se souvenir. plus d'armes magiques qui traînent et Voilà, puis- des petites boules de feu, des machins. Enfin, il y a de quoi les Bah gérer. oui, puis l'usine chinoise de d'Anorubite de Ruine tourne à plein pot, donc C'est ça. ça y va. C'est le moins qu'on puisse dire. Frappe en dernier. Alors j'ai un truc sur le mouvement Ah quand bah, même à dire sur les éthérés. Alors pardon. bon, ça c'est une erreur rare, mais on me pose encore la question. Non, on passe pas à travers les figurines, hein. On traite tous les terrains comme du terrain découvert. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas contrairement aux gens qui ont mouvement à couvert, justement, qui ont quand même des désavantages des décors, notamment pour le jet de charge, eux, ils pensent que c'est vraiment complètement découvert. C'est comme si le terrain n'existait pas. Mais par contre, il faut pas finir son mouvement dans un terrain infranchissable. On va pas foutre sa nuée d'esprit au milieu du gros rocher en disant bah comme ça tu peux pas me charger. Là 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 là. Mais ils peuvent quand même passer à travers les unités ennemies. Non, non, les créatures éthérées traitent tous les terrains comme du terrain découvert. Voilà. Tu confonds peut-être avec les émissaires d'outre-tombe qui passent au-dessus pour faire des dégâts, c'est ça? Ah ouais, c'est-à-dire que si t'as éclaireur et si t'as éthéré et vol, je l'entends bien. Voilà. Mais si t'as éthéré et pas vol, tu traverses pas les figurines ennemies. Voilà, c'est comme Voilà, je l'ai c'était dit au ma début, question. c'est juste Ok, les terrains. ok. Ouais. Ah, mais c'était ma Ça question. a beau être un fantôme, mais tu comprends, il y a l'énergie vitale de l'ennemi qui t'empêche de passer. Tout à fait. Bon, frappe en Bon, alors dernier. évidemment, les personnages pas Ah, pardon. éthérés rejoignent pas les éthérés, hein. C'est parti dans la longue liste des interdictions, mais bon. Non, mais en fait, il y a ce genre de petits détails. Moi, je joue contre certains joueurs, là, ils arrivent, ils me disent, moi, j'ai l'armée Ultimate et tout, je mets mon vampire dans une nuit d'esprit, et machin. Ben, en fait, t'as pas le droit. Ah bon? Ah merde. Ah oui. En fait, il y a plein de petites interdictions. Elles sont en général assez logiques, mais quand on prend le jeu un peu au niveau deck building, on va avoir tendance à. Et il y a certains trucs qui passent, justement, comme l'avant-garde qui n'empêche pas les charges, qui permet de faire des armées, justement, avec des surprises, mais faut bien vérifier avant de se dire j'ai trouvé la super combo de la mort qui tue, parce qu'il y a quand même pas mal de verrous partout dans le jeu. Frappe en Frappe en dernier. dernier, initiative 1, Yes. modifiable. Exact. Contrairement au Important. piétinement. Voilà, important. Donc, tu vois, ça va vite. Sinon, j'ai rien à dire de particulier. Frappe en premier, initiative 10, modifiable. Modifiable. Parce que, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec ou alors dans l'autre vidéo, sur les maléfices qui ne peuvent pas aller au-dessus les caractéristiques peuvent pas aller au-dessus de 10, la règle générale des caractéristiques dans le World, elles sont plus capées à 10, contrairement à d'autres éditions de Battle. Donc on a le droit de taper à Enid 13 ou 14, quoi. Ah oui, je savais pas, tu vois. Moi, je pensais qu'on était bloqué à Init 10 et que Non, quand non, on la chargeait. règle générale, c'est qu'on on est plus capé à 10 dans les caracs. Eh ben, ça, c'est T'as le droit d'avoir 50 attaques si tu trouves la combo ultime. Bon, faut la trouver. Mais la frénésie.
Bon, bah, un grand classique. Donc, je rappelle qu'on ne peut plus se retenir de charger Oui. quand on est frénétique, voilà. Donc, comme ça, Qu'on est comme immune. j'étais privé d'historique, mais j'en fais un mini. Ça a été le cas dans toutes les éditions, sauf la 8e. Quand on a été frénétique, on charge. Alors, point intéressant sur la frénétique. Donc, elle donne la règle attaque supplémentaire. Elle fait pas plus une attaque, elle fait attaque supplémentaire. Donc, je vous renvoie sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Et un truc marrant, il y a un FAQ récent qui est sorti. Le mec, il demande si j'ai un écran de tirailleur devant mes frénétiques ou mes impétueux et que mes tirailleurs peuvent charger, est-ce que derrière ils sont obligés de déclarer une charge? Oui, ils sont obligés, même si les tirailleurs ne chargent pas. Donc en fait, l'esprit, c'est vraiment que les gars, ils chargent, quoi. Bon, alors, le FAQ marche que pour les tirailleurs, donc c'est pas pour tout le monde, mais je crois que pour les concepteurs, c'est voilà, quand on est frénétique, un impétueux, on se met pas en colonne de marche, on n'essaie pas de faire des combines, on y va, quoi. Ah oui, donc ça veut dire que si vous avez des frénétiques, que devant il y a des tirailleurs, que la charge est de fait impossible, mais que vous... Enfin, de fait. Que la charge... Et impossible si les tirailleurs chargent pas, normalement, selon les règles, quoi. Voilà. Et Bah que là, vous... si. Bah, vous déclarez Enfin, une elle est charge et impossible, puis... mais la déclaration est obligatoire. Voilà, d'accord. Donc en fait, il déclare une charge, il la rate automatiquement si les tirailleurs n'ont pas chargé, et du coup, ils avancent du plus petit DD dans les tirailleurs, quoi. Voilà. Et c'est la même question-réponse que quand le mec demande j'ai un mouvement au sol et j'ai un mouvement de vol, est-ce que je peux utiliser mon mouvement de vol pour ne pas déclarer une charge frénétique? Ah bah non, non, si tu peux charger, tu vas. Et ils vont même plus loin en disant s'il y a même une possibilité éventuelle de charger, tu vas. Voilà. C'est pour dire que je pense que vraiment la frénésie, c'est pas un truc qu'on essaie de détourner. Dans l'esprit des concepteurs, on est là pour casser des fesses, pour être poli. Voilà. La fuite feinte. Alors ça, c'est Ah, la intéressant. fuite feinte. Alors, tu as des questions sur la fuite feinte. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui t'intéresse, la fuite feinte. Non, pas du C'est tout. chouette, la fuite feinte. La fuite feinte, c'est un truc qui sonne très fort, et en fait, quand tu le joues sur table, tu t'en sers qu'une fois de temps en temps, et encore une fois par partie, grand maximum. Ça coûte en général assez cher pour les figurines qui l'ont, et en fait, sur table, c'est vraiment pas terrible, je trouve. Ouais, bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut jouer avec, je pense. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu les mêmes règles que la fuite, sauf qu'on va moins loin. Donc, Mm. il faut faire attention. Mais l'avantage, c'est qu'on se rallie immédiatement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à notre tour, on va pouvoir charger, des choses comme ça, quoi. Donc, je pense que les unités qu'on fuite feinte, euh, Oui, il faut je dis une vraiment y bêtise. penser. Je dis une bêtise. C'était, Tu oui, penses à autre chose. je pensais à tirer fuite. Je pense que tirer fuite est pas une règle si forte que ça. Fuite feinte pour le coup est une règle qu'on a connue d'ailleurs en V8 avec les unités qui étaient tirailleurs, cavalerie légère, pardon. Et oui, fuite Ah, feinte c'est bien. ouais. Mais il y en a pas beaucoup des fuites Ouais. feintes dans le jeu. Non, non, mais puis il y a même des unités qui ont tiré fuite et fuite feinte. Ah, ça c'est très très bon là par contre. Voilà. Comme je l'ai lu aujourd'hui, tous ceux qui ont une peur bleue des dragons ou des unités motoculteurs, sachez que voilà, cette édition, elle est pas mal aussi pour les armées guérilla, hein. Ah oui, carrément. Ah, les savonnettes, il y en a. Hein. Ouais, ouais. Alors, Ce qui reste délicat à jouer, attention, hein. C'est plus ah facile oui. de jouer une unité motoculteur, mais du coup, on peut gérer les motoculteurs si on est assez à l'aise avec toutes les règles de fuite, de droit aux marches forcées ou pas. Enfin voilà. La règle grande cible. Alors, un petit annexe. Bon, alors, la grande cible, je sais pas si je dois redire les règles à chaque fois. Je pense que c'est pas Non, la peine. non, Je c'est pense, bon. voilà. Par contre, les détails de règles intéressants sur la grande cible, c'est que quand vous êtes grand cible, les gens qui tirent sur vous, ils ont jamais de malus. Donc, si vous êtes au coin d'un infranchissable ou derrière dans enfin, la grande cible est dans une forêt ou au coin, même si vous devriez avoir malus -2, -3, n'importe quoi, la grande cible, dès que vous voyez un bout du socle, vous tirez sans malus. Bon, avec le malus de portée quand même. Mais Je parle de couvert, excusez-moi. bien sûr, bien sûr. Tu as raison, je me suis mal exprimé. Voilà, mais c'est parce que les nouvelles règles de couvert, ça par contre, je vais faire une parenthèse, qui sont quand même pas très différentes de ce que ça a été. Si vous voyez pas toutes les figurines du premier rang, enfin vous regardez figurine par figurine, mais si votre figurine ne voit pas toutes les figurines du premier rang, vous avez au moins un couvert léger, même s'il vous manque qu'un bout, qu'une figurine. Et si vous voyez moins de la moitié des figurines, vraiment, vous êtes à couvert lourd. Donc finalement, des couverts, il y en a beaucoup plus qu'à une époque, ouais. Absolument. Voilà, il y en a beaucoup plus. Donc le fait que la grande cible n'ait pas de couvert. Et donc la grande cible, comme j'ai dit, on en a parlé déjà, ça permet de voir par-dessus les autres. Enfin, on voit et on est vu par-dessus les autres figurines. Ça n'inclut pas du tout les décors dans la règle, hein. Donc c'est pas parce qu'on est une grande cible qu'on est vu derrière un obstacle linéaire haut ou une colline. Ou Et qu'on derrière voit. une forêt, donc on n'est pas vu, nous. On n'est pas vu. Voilà, la règle de la forêt, c'est que ça bloque les vues des deux côtés. Voilà. En fait,
c'est un parti pris intéressant parce que soit on arrive au jeu complètement 2D comme le 9e âge, ou même les décors sont en 2D d'ailleurs, où toutes les lignes de vue sont en fonction des hauteurs du type, ou soit on a un jeu de ligne de vue complètement réel, je crois que c'est le cas de Warhammer 40 000, c'est ça? Voilà. Et là, le World, il y a un petit peu de ligne de vue réelle, et il y a quand même beaucoup de règles qui bloquent les lignes de vue. Voilà. Si vous êtes grande cible, vous êtes derrière une forêt, on ne vous voit pas. Même si on voit dépasser la tête du Gorgon. Oui. En fait, les Alors, arbres sont plus grands que ce pas. Ouais, voilà. C'est ça, les collines, la même chose, ainsi de suite. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, ce que j'ai dit en préambule, je vais peut-être dans toute la vidéo, je vais dire des bêtises. Il faudra me corriger si j'ai dit une bêtise, que je fais tout ça quand même. Phil dit que j'ai préparé. Non, en fait, c'est que des souvenirs de. J'ai juste préparé ce qu'on doit préparer. C'est des souvenirs de partie et de vérification de règles. Donc, la grande majorité, je suis sûr de moi, mais après. C'est quand on se trompant qu'on apprend, comme dirait l'autre. Alors pour information aussi, les figurines qui ont le vol ne voient pas par-dessus des autres figurines pour ce qui est du tir. Il faut bien se rendre compte qu'en fait ce sont des sauts et elles ne sont pas perpétuellement en train de voler. C'est une des erreurs qu'on peut faire, que moi-même... Je m'aperçois que le vol, c'est la dernière règle en liste alphabétique et que c'est celle où j'ai le plus de choses à dire. On aurait dû commencer par la fin. Mais bon. Bon, on va accélérer alors. Allez, la haine. Alors, bon, la haine n'oblige pas à poursuivre, hein, ça change de l'époque de Battle, ça c'est bien. Ne parlons pas des anciennes, voilà. Aujourd'hui, la haine. Bon, moi, je parle pas des anciennes, je parle des erreurs que je vois souvent. Non, la haine n'oblige pas à poursuivre. Voilà. Oui, chef. C'est des choses que je vois. Et la haine, donc, c'est bien la première phase de corps à corps, et après ça s'arrête. Donc, même quand on fait des replis en bon ordre et avec des poursuites ou des céder le terrain avec des suites, il n'y a plus la haine. Yes, c'est important. Même combat. La règle de horde. La règle de horde qui permet d'avoir +1 bonus de rang. Voilà. Du coup, le bonus de rang de ces infanteries est un peu plus important. Et souvent, ils sont en bande de guerre, donc ils peuvent profiter de ça. La règle ignore les couverts. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de piège dans ignore les couverts. Alors là, il y a sur le magnifique petit PDF que tu as fait, il y a marqué, il y a une erreur parce qu'il y a marqué horde et en dessous, il y a marqué Hoda. Ah oui, tiens. Ben non, mais c'est une règle, Oda. Une règle spéciale. Hein. Ben oui. En fait, ils ont la règle qui marchait pour les stégadons, ils l'ont élargie en règle spéciale, puisque comme ça, elle peut servir aussi pour la très grosse araignée, dont j'ai oublié le nom, la Ragnarok. La Ragnarok. Voilà. Donc c'est bien une règle spéciale. Voilà. On suit profit mix des chars, et on a la plateforme de tir comme les chars. D'accord. À tout autre égard, cette figurine est un behemoth. En fait, c'est un behemoth qui a quelques règles de char. Voilà. D'accord. Immuniser la psychologie, voilà. Donc la psychologie de guerre, ça rentre. Il n'y a pas 50 000 règles. C'est qu'on ignore les tests. Ça c'est important le mot clé. Le test de peur, terreur, panique. Donc c'est-à-dire même si on est immunisé à la psychologie, on a quand même le -1 au moral d'un ennemi qui a gagné le combat au corps à corps et qui provoque la terreur. Ah, très important. La règle, c'est c'est qu'on réussit automatiquement. Et puis, je rappelle, ça, pour moi c'est tellement évident, et je le rappelle quand même qu'on n'a pas le droit de fuir en réaction à une charge quand on est immunisé à la psychologie. Ah oui, il faut bien que ça ait un désavantage. La règle impétueux. La règle impétueux. Donc ça se tire. Alors, une erreur que je vois souvent, c'est pas un jet de commandement pour savoir si on charge, c'est bien 1 à 3 on est obligé de déclarer une charge, 4 à 6 on n'est pas obligé de déclarer de charge. Ça c'est une erreur que j'ai vue plusieurs fois, donc je préfère le dire. C'est pas évident. Un peu la même chose que Frénésie, c'est-à-dire qu'on est obligé de déclarer une charge, même si cette charge, elle va être ratée. On est obligé de déclarer une charge. Pas quand la charge est possible. Hein. Oui, bien sûr. Mais par exemple, tu prenais l'exemple sur les frénétiques d'avoir une unité de tirailleurs avec. Je crois que le FAQ, j'en suis sûr, hein, il est pour les deux. Il est pour les deux règles. De toute façon, les deux règles, elles ont un fonctionnement similaire sur l'obligation de déclarer. Alors, grosse différence par contre. C'est quand on est impétueux, on n'est pas obligé de poursuivre. Alors que quand on est frénétique, on est obligé de poursuivre. Quand on est frénétique, on fait des mouvements de poursuite, donc des mouvements de percée aussi. D'accord. Ok. Si je suis en colonne de marche, du coup je ne peux pas charger, donc même si je rate... Mais je suis obligé de déclarer. Ah, t'es obligé de déclarer quand même ? Oui, c'est ce qu'on a vu sur la colonne de marche, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de charger, mais c'est tout. Donc quand on est obligé de déclarer, on déclare. Et c'est une exception qui a été vraiment mise en avant sur le FAQ de la colonne de marche. J'ai un truc à dire sur les impétueux au niveau du jeu. Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'impossibilité de jouer des cavaleries comme les loups. Enfin, la possibilité. Ça les embête beaucoup de jouer leur chevaucheur de loups gobelins impétueux ou leur pistolet de l'Empire.
impétueux. Donc je rappelle que ces unités, elles sont pas obligées d'être en tirailleur, donc pas obligées de voir à 360 degrés. Vous pouvez aussi les jouer en ordre dispersé, avec en plus un pivot en fin de mouvement. Et souvent, je pense qu'elles sont cavalerie rapide, donc même un pivot après une marche forcée, ça veut dire que vous n'êtes pas toujours obligé de voir l'ennemi. Si leur rôle, c'est vraiment de contourner, si vous vous placez bien, vous aurez moins de problèmes avec l'impétuosité en ordre dispersé. Il y a des choses plus faciles à jouer que d'autres, mais tout est jouable. Enfin, moi, non, mais franchement, je dis pas ça. C'est même pas de la morale que je fais, c'est vrai. Parce que c'est chouette d'avoir une cavalerie ultra rapide dans une armée d'orques et gobelins. C'est un peu dommage si effectivement elle a une chance sur deux qu'elle charge dans tous les sens, mais si on la joue un peu différemment, on diminue beaucoup cette chance sur deux, quoi. Et j'ai un commode. Ah oui, un commode, oui, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est donc la règle qui fait que quand on bouge, au lieu d'avoir -1 pour tirer, on a -2 sur des armes de tir un peu plus comme les arbalètes, bon exemple. Et je pense les arquebuses aussi. Alors, indémoralisable, un petit truc marrant que j'ai à dire. Quand on est indémoralisable, on n'est pas automatiquement immunisé à la psychologie. Je pense que les unités qu'on ça en général ont les deux règles spéciales dans leur profil, mais c'est pas voilà. Et il y a aussi beaucoup de gens qui me disent oui, mais dès qu'on leur demande de faire un test de commandement, genre pour se retenir, oh, je suis indémoralisable, ou moi je suis immunisé à la psychologie. Non, c'est pas, on n'est pas immunisé au test de commandement quand on a ces règles-là. Non, mais ça te fait sourire, mais c'est vrai. Hein, c'est une question qui est assez récurrente. Même si je suis indémoralisable, oui, il faut te retenir il faut faire un test pour faire une marche forcée, il faut faire un test pour se retenir de poursuivre, etc., etc., etc. Ça fait que, alors, un petit truc de jeu intéressant, c'est qu'autrefois, on peut même encore avoir envie d'utiliser. Je dis, j'ai un truc indémoralisable, ça va scotcher l'adversaire, sans problème. En fait, les indémoralisables, quand ils perdent le combat, ils cèdent du terrain. Donc ils rompent le combat. Donc si on choisit de ne pas les suivre, on ne sera pas immobilisé par cette unité. Donc il y a une utilisation qui est quand même qui est pas si évidente pour empêcher. Il faut placer l'indémoralisable entre la cible potentielle et le gars qui peut l'atteindre. Donc en gros, charger avec un indémoralisable faible de dos ou de flanc une unité, ça va pas l'empêcher de charger ce qui est en face d'elle, quoi. Yes. Tu me suis? Complètement. En général, c'est le cas des nuées, ou après il y a des indémoralisables qui sont forts, hein. Il y a des gros monstres, il y a des flagellants s'ils chargent, comme ça. Mais il y a aussi beaucoup d'indémoralisables, notamment chez les morts-vivants, qui sont pas super forts, donc ils sont pas obligés de scotcher des unités. La règle inflammable, alors. Inflammable, je te dis, voir Engeance du Warp. On l'a déjà abordé complètement, j'ai rien de spécial à dire. Si ce n'est qu'il y a beaucoup moins de choses inflammables qu'on peut penser, voilà. Non, mais des fois, des gens me disent chez les contes vampires ou chez les rois des tombes, tout le monde est inflammable. Non, tout le monde n'est pas inflammable. Oui, exact. La règle instable, il n'y a rien de particulier à dire. Ah si, quand il y a plusieurs unités instables dans un corps à corps, eh ben, comme chaque unité devrait faire un test de morale s'il perd, chaque unité perd les points de vie dues à l'instabilité. Ah oui, c'est terrible pour les vampires qui sont pas dans une unité, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, parce que c'est une règle qui est proche. Oui, mais c'est une question qu'on m'a posée déjà 2 ou 3 fois dans Old World, donc je me permets de dire non, c'est pas tout le camp qui perd des points de vie, c'est chaque unité. Ouais. Bon, la règle mercenaire. Ah, mais il y a quand même des choses à dire sur les mercenaires. Alors non, oui, les mercenaires existent à The Old World. Voilà, je pense que dans le petit lien d'aide de jeu, vous verrez, j'ai même fait un petit répertoire avec tout ce qui est mercenaire. Alors il y a 2 types de mercenaires. Il y a les mercenaires. Alors, je reviens pas sur la règle évidente où on dit qu'ils peuvent être, qu'ils ont une règle qui peut les rendre pas super fiables, parce qu'ils peuvent faire des conneries avant la partie. Bon, ça c'est clair. Mais plutôt sur les. Alors, il y a des mercenaires qui sont engageables par pas mal de gens, genre les buffles ogres dans le livre d'Arcane des Orques et Gobelins. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a des mercenaires comme ça qui ont une fiche d'unité à part dans les bouquins, mais tu as aussi certaines armées d'infamie qui peuvent piocher dans les autres armées des mercenaires. Notamment les armées d'infamie bretonniennes peuvent avoir certaines unités de l'Empire en mercenaires. Et voilà. Et c'est le cas aussi, je pense, chez l'Empire, qui peuvent prendre les cherche-morts, là, anciennement traduit enragés, donc les tueurs avec les lames qui sont des mercenaires. Donc on a vraiment du mercenaire qui a sa petite fiche de data comme ces trucs-là, et d'autres mercenaires qu'on peut aller piocher. Donc ça, voir votre liste d'armées. Quand on regarde que les grandes armées, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais effectivement avec les arcanes journal, ils rajoutent des mercenaires, soit à piocher dans les autres listes d'armées, soit sous forme de fiches indépendantes. La règle mouvement et tir.
Alors souvent on s'en mêle les, enfin moi en tout cas, et pas que moi, mais on mêle les pinceaux entre mouvement et tir rapide. Donc mouvement et tir, on peut faire une marche forcée et tirer. Ouais. Et tir rapide, enfin, on va le voir quand on arrive. Voilà. Mais mouvement et tir, c'est juste faire une marche forcée et tirer. Souvent il y a des unités, enfin il y a des armes qui ont les deux règles aussi, ou des unités. J'ai rien de spécial à dire, mais je rappelle juste que voilà, c'est mouvement et tir, c'est la marche forcée. Le mouvement à couvert, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais donc le mouvement à couvert, évidemment, on n'a pas le -1 de mouvement quand on est dans les terrains difficiles, mais aussi on peut relancer les 1 de terrain dangereux, Oui. et encore, on a quand même le malus de charge dans les terrains Voilà. difficiles. C'est-à-dire On qu'on a prend quand le même plus le petit jet. malus, c'est-à-dire que quand on lance les 2 dés, on prend le plus petit, et celui-là, il est souvent oublié, c'est-à-dire que voilà, terrain à couvert, ça enlève pas tous les Voilà. malus du terrain difficile, ça en enlève 2 sur 3. En gros, pensez-y. Voilà. Donc il y a quand même des armées comme les Zombies ou peut-être les elfes sylvains qui ont beaucoup de mouvements à couvert. Donc voilà, il y a quand même un défaut à cette règle. Notez bien que nos amis les éthérés, on a bien vu que eux, par contre, ils traitent les terrains difficiles et dangereux comme du terrain découvert. Le mouvement de réserve. Mouvement aléatoire. Ah, j'ai oublié le mouvement aléatoire. Oh là là, mais il est fort. Ah bah alors le mouvement aléatoire, alors là, le Bon, on mouvement en a aléatoire beaucoup entre. parlé déjà, hein, c'est vrai, Oui, puis dans d'autres vidéos. oui, puis je crois que Corbac il en a parlé encore pour le tournoi de Angoulême là. Oui, Alors, c'est un choix qui a été fait par l'organe. c'est juste quelqu'un qui m'a rapporté ça, mais moi j'étais en train de jouer au petit soldat pendant ce temps-là, donc j'ai pas regardé. Mais en fait, ce qui est important de se dire, c'est que, et c'est un reproche qu'on peut faire, qui est fait sur d'autres jeux, mais que là on peut faire à Roll20, le mouvement à couvert tel qu'il est écrit dans le bouquin de règles et celui dans la FAQ, c'est quand même pas le même. Mouvement Donc aléatoire, pour tu veux dire. ceux aléatoire, pardon. Donc pour ceux qui jouent déjà au jeu, je vois ce qu'il veut dire. Pour ceux qui jouent pas ou pas contre des unités comme ça, voilà, c'est pas un mouvement maximum, c'est pas un mouvement obligatoire, c'est un mouvement maximum. Et il y a aussi cette règle qui dit que avant n'importe quel mouvement, et comme la FAQ dit bien, dès qu'on bouge une figurine, c'est un mouvement, on doit déterminer qu'est-ce qu'on a comme mouvement maximum. Et dans notre partie d'hier, c'est arrivé. C'est rare, mais le Squeak Broyer poursuivait. Ses 3D de mouvement maximum ont donné 6 et sa poursuite a donné 10. Il a poursuivi qu'à 6. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, je présente les règles littéralement. Après, ce jeu, on peut faire des réglations et changer. Par contre, ce qui est pas mal, c'est d'avoir essayé les règles de base. C'est-à-dire de pas te dire directement, on va pas jouer ça. Essayez de faire 1 ou 2 parties. Si vraiment ça, vous trouvez ça nul, bah, vous changez les règles. Mais faut pas, je pense qu'il faut pas changer les règles en théorie. Il faut changer changer le jeu en théorie, mais changer le jeu après de la pratique. Yes. Toujours les mêmes histoires. Bon, disons que pour être clair, si vous avez des unités avec du mouvement aléatoire, pensez au début de la partie à vous mettre d'accord avec votre adversaire, quitte à ce que ce soit sur un 4+, pour que ce soit la même règle des deux côtés de la table. Voilà, tout simplement. Et si vous n'êtes pas mis d'accord, la règle écrite, c'est pour chaque mouvement, on doit déterminer le potentiel maximum. Mouvement de réserve, j'y arrive enfin. Yes. Bah voilà, par le fait qu'on a tendance à beaucoup l'oublier, le mouvement de réserve. J'ai un autre truc à dire aussi, ça permet. Bon alors, je ne parle pas sur le gameplay de base du mouvement de réserve, hein, qui permet de se positionner pour bien lancer un sort, un tir et de revenir. Mais je m'aperçois aussi que ça permet, par exemple, aux figurines qui ont la règle dispersée ou pesante, de 2 fois profiter du pivot de 90, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Bah, alors évidemment sans la marche forcée, mais en fait ce qui est surtout intéressant, enfin je parle pas de la distance, mais je parle surtout du séquençage une fois. C'est-à-dire qu'on voit ce qui s'est passé depuis la phase de mouvement restant, c'est-à-dire pendant toute la phase de tir, et en fonction des dégâts qu'on a fait, des paniques et tout, on va se repositionner ailleurs. Ce qui est quand même très différent que de bouger 2 fois à la sous-phase de mouvement restant, comme certains sorts peuvent le faire en fait. Absolument. C'est un super Voilà. truc. Après, l'esprit de la règle, c'est souvent le gars qui arrive, lance son sort et tire, et hop, va se replanquer ou va se remettre au chaud. Voilà. Mais il y a des troupes qui ne tirent pas, qui ont cette règle, comme par exemple les loups funestes. Voilà. Donc elle a aussi des avantages de mouvement. Mouvement ou tir. Bon, bah voilà, y a rien à dire, c'est clair. On bouge ou on tire, on n'a pas le choix. Notez que le pivot non obligatoire d'ailleurs des machines de guerre, puisque comme elles sont tirailleurs, elles peuvent tirer par leurs arcs de côté et de derrière, mais par habitude ou par tradition, on a laissé les joueurs rebouger leur machine de guerre. Ça compte pas pour le mouvement au tir. C'est pas parce que j'ai orienté ma balise qu'on m'a bien lente à bouger. Bah, pourtant, dans la FAQ, c'est marqué que tout mouvement, mais dans la règle mouvement au tir, si je me souviens bien, Oui. dans tous les cas, c'est marqué quelque part qu'on peut quand même pivoter les machines. Donc ça, c'est preuve que le jeu a dû être testé, parce qu'un jour, il y a un des bêta-testeurs qui a dit, ah, faites gaffe,
Sinon, vous empêchez les machines de tirer, quoi. Mur de bouclier, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je vois pas de tricks particuliers. Ah oui, alors donc, c'est bien une fois par partie, mais c'est pas obligé d'être au premier jet de morale. Premier test de morale. Yes. Le mur de bouclier. Bah justement, Obstiné, son copain. Obstiné, lui, donc, c'est obligé d'être au premier test de morale. Donc, on n'a pas le choix, on le fait. Et voilà. Et c'est une la fois grosse par différence. Et c'est oui, Une fois par partie, mais pas quand on veut. Mais Alors c'est que ça. le mur de bouclier, c'est une fois par partie quand on veut. En gros. Et donc, la grosse différence des deux, c'est qu'on passe de repli en bon ordre à céder le terrain. Voilà. Oui. Et je rappelle que céder le terrain, il y a quand même quelques petits défauts. Alors. Notamment la panique provoquée et les tests de péril. Oui, tout à fait. Je rappelle quand même pour Obstiné que même si au premier test vous avez choisi de ne pas vous en servir, eh bien c'est perdu. Voilà. Et donc Obstiné, ils ont bien fait de mettre, même si le gars a le double de l'APU qui normalement, enfin, le camp adverse a le double de la puissance d'unité par rapport à votre camp, normalement ça interdit les replis en bon ordre, mais là c'est une exception, on peut quand même faire un repli en bon ordre. Ordre dispersé, on en a pas mal parlé tout à l'heure quand je parlais des formations et des règles de formation. Ordre serré. Alors ces règles elles sont assez laconiques, c'est permet d'utiliser la formation ordre dispersé, voire page temps. Voilà. Donc c'est tout. Peau blindée. Alors je ferai juste une petite aparté sur ordre dispersé. Elle permet quand même de faire, parce que c'est pas très évident dans les règles, la manière dont c'est écrit, mais ça a bien été rechecké. Ça permet de se mettre en colonne de marche. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et l'ordre dispersé, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, eh bien ça permet tout simplement de garder des rangs quand on est dans une forêt, par exemple. Voilà. Voilà. Et puis de ce fameux pivot de 90 degrés si on fait pas de marche forcée. Exact. À la fin du mouvement. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a quasiment, pas toutes, mais énormément d'unités de tirailleurs qui ont aussi la règle ordre dispersé. Ah ouais. Donc ça veut dire que si vous voulez pas être en tirailleur pour une raison ou pour une autre, notamment par exemple si vous avez une unité de tirailleurs nombreuse et que vous êtes dans un décor, ce qui arrive souvent dans un terrain difficile, ce qui arrive souvent avec les tirailleurs, et qu'il y a un corps à corps qui va être chaud, ça peut être pas mal de se reformer pour avoir des bonus de rang, quoi. Quand on va se faire charger par l'adversaire. Ah bah moi typiquement les ghouls je les joue en ordre dispersé quand elles sont nombreuses, et quand il en reste plus beaucoup je les place en tirailleur. Voilà. Et donc, je vais redire, je rabâche, mais c'est important dans ce jeu de savoir qu'il y a beaucoup plus de formations que celle qui prend tout le mouvement restant. Dès que vous vous ralliez, dès que vous vous retenez de poursuivre, vous pouvez vous reformer. Donc ça fait beaucoup de reformations, et ça veut dire qu'on peut jongler entre les formations aussi. C'est pas juste, en général la reformation pour quelqu'un c'est juste se tourner, mais ça veut dire typiquement quand on a 2 figurines derrière et qui n'amènent plus de bonus de rang, rien, autant profiter d'une reformation gratuite pour élargir son front et avoir un front d'attaque un peu plus grand, quoi. Alors, peau blindée. J'ai un truc à dire sur peau blindée. On pourrait croire naturellement justement que ça améliore juste la sauvegarde de la créature qui est en général un monstre ou une bête de guerre ou un truc comme ça qui est peau blindée. Mais dans la règle, c'est marqué « et de son cavalier ». Donc ça veut dire que si vous avez même un profil mixte qui sépare les deux sauvegardes, là comme un monstre monté sur une manticore par exemple, le cavalier bénéficie du +1 de sauvegarde, ce qui n'est pas forcément naturel, puisque normalement on sépare bien les deux sauvegardes des deux parties de la figurine, des deux figurines sur le même socle. Voilà. Yes. C'est court comme ça. La règle peur. Alors la règle peur, on le dira jamais assez, mais maintenant on a peur que si on est moins nombreux. Ouais. Et unité par unité. Pas camp par camp d'ailleurs dans un corps à corps. Voilà. Donc du coup il y a beaucoup moins souvent des tests de peur à faire. Il faut que l'unité qui provoque la peur soit plus nombreux que votre unité. Yes. Et ça se cumule pas. À dire comme ça, mais et ça se cumule pas. C'est-à-dire que non, c'est unité par unité. Voilà, si j'ai 2 unités qui provoquent la peur et j'ai une PU de 20 avec les 2 unités face à une unité de PU de 11, on va dire, 10, on va dire, ce sera mieux. Une unité de 10, et bien en fait, ça fait pas ça fait pas PU de 20 versus PU de 10. C'est vraiment une unité de. Oui, l'exemple il serait encore mieux avec 21, mais contre 10 plus 10. Mais en fait. Oui, c'est. Pardon. C'est pas grave. Mais c'est comme ça quand on parle, on prend plus de risques. Quand on écoute, c'est plus facile d'entendre des 10. Mais oui, ça j'avais bien checké parce qu'effectivement c'est extrêmement important, et c'est autant pour le double de l'APU quand on gagne un combat pour empêcher de faire un repli en bon ordre, c'est bien par camp.
mais la peur, c'est par unité. C'est pour ça que j'ai bien dit 2 fois par unité. Ouais. Yes. Du coup, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui posent souvent cette question ou qui font pas faire des tests de peur parce qu'on l'oublie quand même beaucoup. Moi, le premier, hein, la peur au corps à corps, c'est pas un mécanisme que j'arrive à retenir. Mais il y a aussi encore des gens aussi qui se posent toujours la question. Mais attends, au fait, je faisais la peur. Oui, mais de toute façon, t'es moins nombreux. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose qui met un peu de. Je sais pas pourquoi, mais c'est dur à matérialiser, alors que finalement, c'est pas compliqué. On a peur que quand on est moins nombreux, unité par unité. Quoi. Première charge. Ah, la première charge. Alors, je vais pas revenir sur la règle qui est très claire. Notons que, à ma dernière vérification, j'ai bien vérifié que, en fait, voilà, c'est à partir du moment où la charge est réussie que les bonus de rang ne sont pas là. C'est pas à la phase de corps à corps, c'est dès la fin de la phase de charge. Voilà. On n'a plus de bonus de rang. Par exemple, pour le test de peur. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que je désorganise, enfin, il n'y a plus de bonus de rang. Donc là, test de peur, la charge est réussie. D'accord, donc ça c'est intéressant. Intéressant. Voilà. Contre bien sûr les figurines dont le Le bonus. mot-clé, c'est contact. Ouais. C'est-à-dire que dès que l'unité est en contact avec la cible, elle est désorganisée. Yes. Donc tu te souviens, désordonné, désorganisé. Donc désorganisé, c'est plus de bonus de rang. Et désordonné, c'est plus de bonus d'initiative. Et on un autre rappelle truc à dire sur la première charge. Voilà. Ouais, et on rappelle, comme son nom l'indique, que ça ne marche qu'une fois et que c'est que la première fois. La première fois. Donc c'est une règle qui fait extrêmement peur, mais avis aux joueurs qui jouent des rangs et surtout qui jouent bande de guerre, pensez à bien donner à manger à ces unités-là avec des unités sacrifiables, qu'elles gâchent leur première charge. Ça paraît évident à le dire, mais en fait ça il faut y penser dès le déploiement, comme beaucoup de choses dans Oddworld. En fait. Mais c'est la première charge réussie ou c'est la première charge tentée? La première charge. Donc si moi par exemple je fuis, même une charge ratée. Ouais. Voilà, si je fuis, je te donne à manger avec je sais pas moi des volants, tu me charges, par exemple si t'es chevalier qui est impétueux, les chevaliers errants, les chevaliers errants. Les errants, ouais, ou les princes dragons aussi. Voilà, ils sont impétueux. Bon bah tu te mets pas loin, il rate son truc, il te charge, toi tu fuis, et ben sa première charge, Tintin, elle ne marche plus, il y en a plus. Donc c'est bien charge, ça inclut toutes les charges, y compris la charge manquée. Et du coup, j'en profite pour souligner l'erreur la plus commune à Oddworld. Ça y est, je lui donne la palme. Quand quelqu'un fuit une charge, vous faites pas une charge ratée, vous faites une charge complète. C'est seulement quand votre jet de charge il touche pas un ennemi qui n'a pas fui que vous faites une charge ratée. Et c'est marqué très clairement dans le livre, et personne ne le voit, c'est marqué, ce n'est pas une charge ratée. Donc quand quelqu'un fuit la charge, vous faites votre mouvement de charge complète. Ah bah ça alors là je jouais pas du tout comme ça. Je pensais qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs. Non, tout à fait, non, on n'en a pas parlé, donc ça c'est très important. Et moi je joue même, ça m'est arrivé de jouer contre des joueurs qui avaient l'air de bien connaître les jeux, et chaque fois. Et donc l'erreur elle est vraiment très 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 courante. Ouais. Rapide. Voilà. Bon, bah, rien à dire, franchement c'est. Bon, si, moi je vais je vais dire plein de choses. La première chose, c'est que j'ai déjà entendu la première fois quelqu'un qui m'a dit c'est la règle spéciale la plus forte du jeu, et je pense que je suis globalement d'accord. Avec le vol peut-être, et ensuite, mais même rapide c'est mieux. Et ensuite, la deuxième chose que je veux dire, c'est que la façon dont c'est écrit, c'est un choix rapide. Donc on n'est pas obligé de rajouter le dé de rapide. D'accord. Donc ça veut dire que là, par contre, je vois tout le monde qui joue comme ça, donc c'est que ça m'a l'air d'être bien rentré. On lance les 2 dés pour le cas d'une charge ou d'une fuite ou d'une poursuite, et ensuite on voit si on rajoute le dé de rapide. Et ensuite, une question qu'on m'a posée, c'est oui, mais est-ce qu'on peut jeter le dé de rapide et choisir si on l'utilise? Et heureusement, dans les principes généraux du jeu, au début du 15, c'est marqué que quand il y a un modifieur, voilà, et on doit l'appliquer une fois que le modifieur est lancé. Est défini. Voilà. Yes. Donc le truc à retenir, c'est qu'effectivement, c'est un choix d'ajouter ou pas la rapidité. Alors, petite question. Vous lancez les 2 dés et vous lancez. Ouais. Petite question, justement. Alors pour le coup, je rate ma charge. Voilà. Alors là, t'as pas fui, mais j'ai raté ma charge. Bon. Il y a bien marqué que on fait le mouvement du jet de dés. Bon. Est-ce qu'on rajoute le rapide dans ce jet de dés? Moi, par défaut, je mettais toujours que le jet de dés des 2 dés. Je vais te répondre par une question. Est-ce que c'est une charge? Oui. Donc, tu as le droit de rajouter le rapide. Okay. Prenons la règle rapide.
Dès qu'on effectue un jet de charge, de fuite ou de poursuite, tu as bien effectué un jet de charge, même si tu prends qu'un seul dé, tu prends bien le plus grand dé du jet de charge, donc il y a bien jet de charge. Et note encore plus surprenant, quand tu fais un repli en bon ordre, tu effectues un jet de fuite, donc tu peux rajouter le dé de rapide. En fait, dès que tu as une charge fuite-poursuite, et qu'il y a un jet de charge fuite-poursuite, tu as le droit au rapide. En plus, au choix. Voilà pourquoi la règle est vraiment très forte. Alors, un autre truc quand même, on va le répéter, même si c'est pas évident, comme c'est pas super clair, il y a eu un FAQ pour expliquer. On augmente la distance maximale de charge de 3 pouces, malgré que le fait qu'on puisse charger jusqu'à plus 6 pouces. Je pense que c'est vraiment une volonté pour pas que non plus que les troupes rapides aient une possibilité de déclarer des charges vraiment trop loin. Donc même si on peut charger à son mouvement plus 12, on pourra déclarer qu'à son mouvement plus 9. D'ailleurs, une phrase que je dis toujours en partie, pour les portées de charge, c'est mouvement plus 6, sauf les rapides, c'est mouvement plus 9. Et au-dessus, on n'a pas le droit de déclarer. Yes. Roue comprise, bien sûr. Régénération. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le fait que c'est une sauvegarde d'armure, mais c'est bien une sauvegarde, la régénération, d'accord? Alors, l'erreur classique, c'est bien une sauvegarde, donc ça reste une sauvegarde. Et d'ailleurs, il y a souvent, même très souvent, les règles qui ignorent les sauvegardes, ils précisent bien, oui, mais droit à l'invulnérable. Non, l'erreur la plus classique de régénération, et d'ailleurs, c'est vraiment aux joueurs qui jouent la régénération de le faire, c'est que ça compte dans le résultat de combat une blessure régénérée. Ouais. Ça, c'est... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de gens qui l'oublient, mais ça, c'est vraiment la responsabilité du joueur qui joue régénération, parce que il y a comme ça des règles où il faut quand même intégrer aussi le malus, quoi, parce que c'est pas toujours au joueur adverse de dire au fait, il peut pas connaître toutes les règles de toutes les armées, quoi. Résistance à la magie. Donc je fais une petite parenthèse aussi pour la communauté. En anglais, le gyrocoptère n'a pas de résistance magique, sachez-le. Donc le gyrocoptère qui fait tellement peur à plein de gens. Mais les nains, ils ont résistance à la magie de base. Justement, ça c'est un bon exemple de ce que je te dis sur la politique de Old World. Non, ce n'est pas une règle générique d'armée. Ça doit être dans le profil de chaque unité. Ah, d'accord. Par exemple, pour parler du présent, nos amis les Nuedra, elles n'ont pas la règle sauf qui peut. Donc elles ne fuient pas... le canon à Malfoudre, ils n'ont pas la règle sauf qui peut. Donc ils ne fuient pas plus 1. Donc on est vraiment sur un jeu, mis à part quelques exceptions comme les règles de type, qui sont très peu nombreuses, comme on est vraiment sur un jeu où les règles spéciales, elles sont mises sous le profil. C'est pas parce que je suis nain que j'ai résistance magique 1. Et je connais pas parfaitement l'armée nain, mais à vérifier s'il n'y a pas d'autres troupes qu'on ça. Voilà. Et je vous dis, chez les Skaven, il y a certaines unités, enfin au moins une, qui n'a pas la règle sauf qui peut. Donc vraiment, il faut avoir le mot-clé sous le profil. Voilà. Mais la résistance magique, c'est bien si un sort cible l'unité. Donc c'est pas parce qu'on met un vortex à côté. Rappelons que les vortex, on n'a pas le droit de les mettre sur les figurines. Mais comme ils bougent au début des 2 tours, en général, si on le met à côté d'une figurine, il y a des chances, d'une unité, pardon, il y a des chances qu'elle la touche tout de suite après, c'est-à-dire dès le début du tour adverse. Mais voilà, c'est. Et hier, je sais plus, il y a un sort qui a été lancé où c'était pas. Oui, voilà, c'était pas évident, mais il y avait bien. C'était un sort d'assignment en portée combat, mais c'est dans le descriptif, c'était bien marqué. La cible au corps à corps se prend tel dégât. Donc là, on a le droit à la résistance magique. Ouais. Par contre, si le sort est porté lanceur, en général, c'est le lanceur qui se lance sur lui-même. Alors à moins qu'il ait de la résistance magique sur lui-même. D'ailleurs, j'ai jamais vérifié si résistance magique ça marchait sur les sorts amis comme ça. Regardons. Les mecs, ils ont marqué sort ennemi. Donc ça veut dire que c'est une question qu'ils se sont posées en fait. Bien sûr. Ou alors qu'ils ont vraiment un système de rédaction de règles qui automatiquement leur rappelle attention quand vous parlez de sort, mettez ami ou ennemi. Mais tu vois ça, moi je trouve c'est chouette quand même parce que moi j'écrirais une règle de jeu, je penserais pas à mettre tout lancement de sort ami, tu vois. Ça paraît évident pour tout le monde, mais là ils ont bien mis ennemi quoi. À noter que pour la résistance magique, que la résistance magique ne se cumule pas. Si vous avez 2 résistances magiques différentes, vous prenez la meilleure. Enfin, vous en prenez une des 2. Voilà. On avance. La règle solitaire. La règle solitaire, il y a qu'un truc à dire, mais qui est important, c'est qu'on peut. Alors évidemment, c'est pas qu'on peut pas rejoindre d'unités, c'est qu'on peut rejoindre des unités que solitaires, pardon. D'accord. Mais on peut pas être général aussi. Ouais, donc, ça faut pas l'oublier, celle-là. Il y avait une grande mode du général gobelin sur Squeak géant, c'est fini. Voilà. Il n'a pas le droit d'être général. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est pas parce qu'il y a une unité de solitaire dans votre armée que vous pouvez la rejoindre. Il y a aussi toutes les autres choses qui empêchent de rejoindre. Voilà.
notre général Gobelin sur Squig, il peut pas rejoindre les chevaucheurs de Squig. Parce que c'est des tirailleurs. Enfin, s'ils sont mis en tirailleurs, autre intérêt d'ailleurs d'avoir plusieurs formations. Quand on est en formation tirailleur, on peut pas être rejoint par un personnage qui est pas du même sous-type. Là, on a un sous-type cavalerie pour les chevaucheurs de Squig, et pour le personnage Squig géant, on a un sous-type cavalerie monstrueuse. Donc, il faut mettre vos chevaucheurs de Squig en ordre serré pour qu'ils puissent être rejoints par le général sur Et Squig. de fait, ils perdent la règle tirailleur tant que le personnage sur Squig est avec eux. Ah, alors là, on se retrouve sur les vachement sur les trucs un peu tricky en disant oui, mais quand je les ai rejoints, ils étaient pas tirailleurs, et là je me reforme, je suis dessus. Je vais pas rentrer là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faudrait regarder si c'est marqué rejoindre. Ok. C'est un problème vieux comme le monde. Mais en fait, ça arrive par contre, ça arrive souvent en partie parce que si vous avez deux personnages dans la même unité, ça je le vois assez souvent, hein, je sais pas, une partie sur 10, un truc comme ça. Vous avez deux personnages dans la même unité qu'on zappe toute l'unité parce que les nouvelles règles forcent à faire les touches de tir ou d'abord sur les figurines. Donc on se retrouve souvent avec deux personnages en unité. Normalement, deux personnages ne font pas une unité, quoi. Mais c'est vrai que la règle, c'est qu'ils peuvent pas se rejoindre faire une unité. Donc moi, en général, je dis, bah, pour l'instant, vous êtes. Alors, je sais pas, peut-être faudrait bien la relire, ou peut-être par FAQ, on doit les séparer, je sais pas. Mais bon, c'est des trucs qui arrivent. Mais bon, c'est des détails sur rejoindre ou être déjà une unité. Ah, alors, la stupidité, bon voilà, la stupidité, ça fait partie des règles surprenantes. Pourquoi ne pas avoir mis le mouvement que doit faire une unité stupide? Voilà. On dit qu'ils doivent avancer tout droit. On sait pas combien, donc plus ou moins tout le monde est plus ou moins d'accord par convention qu'on avance ce qu'on veut, mais tout droit. Après, le défaut de la règle, faut pas oublier que ça empêche de charger. Oui. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est quand même son seul défaut. Et bon, c'est un jeu. C'est son seul défaut. Ouais. Ouais. Charger ou alors se repositionner aussi, parce qu'on peut pas se reformer, on peut pas faire de roue. Voilà. Oui. Mais son gros défaut, c'est que ça empêche de charger. La terreur. Mhm. Donc ne pas oublier, comme on en a déjà parlé tout à l'heure, que quand on gagne un combat, c'est pas qu'on gagne le combat de 1 de plus, c'est que la valeur de commandement de l'ennemi est baissée de 1. C'est-à-dire qu'il a moins de chances de se replier en bon ordre. Mhm. Et oui, c'est pas pareil. Suis-je clair? Ouais, voilà. Ah oui, tout à Donc, fait. la terreur, c'est une règle qui est très forte, je trouve, à Old World, parce que ce petit truc, c'est un détail, mais c'est surtout que, pour les anciens joueurs, ça va être très parlant, une même unité peut faire plein de tests de terreur. Et donc, ça veut dire que je peux charger plusieurs fois de suite une unité avec la même ou différentes sources de terreur, il faudra retester. Et dans un jeu où, quand on est plus nombreux, on a quand même des grandes chances de ne pas fuir au corps à corps, d'autant plus si on a une grande bannière pas loin, d'avoir une figurine souvent unique qui peut faire fuir automatiquement dès la déclaration, c'est quand même très fort. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez de la chance, un spectre, il va faire fuir une énorme unité de nains qui n'est pas immunisée à la psychologie, quoi. Juste parce qu'ils auront loupé leur test de commandement à la charge, quoi. Ouais. Alors que le mec, il va dire cette unité, personne ne pourra jamais la faire fuir. Je sais pas, j'imagine, hein, mais... Ouais, alors après, Donc, ils vont fuir, mais c'est une panique, donc ils vont se rallier automatiquement et ils vont fuir. Ils vont C'est pas une panique, c'est une panique, c'était l'intitulé de la règle V8. Non, là, c'est quand on loupe. Alors, après, on va passer au truc un peu plus dégueulasse de la terreur, mais après tout, puisque c'est joué comme ça par les Anglais et les joueurs russes, que c'est marqué clairement. Donc, la terreur, c'est un test de commandement, d'accord? Quand une unité qui cause la terreur déclare une charge, la cible doit faire un test de commandement. Donc, parmi ces nombreux tests de commandement pas relançables par la grande bannière, en cas d'échec, elle doit fuir. En cas de réussite, elle doit déclarer normalement sa réaction de charge. Ah bah d'accord, je comprends mieux pourquoi c'est les Anglais. Voilà, c'est bon, c'est vrai. Alors, le petit truc terrible, c'est dans la première phrase, la cible doit immédiatement effectuer un test de commandement. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de déclarer vos charges, si vous commencez par déclarer votre source de terreur, et que le gars la loupe, il fuit, et vous pouvez continuer à le charger dessus alors qu'il est en fuite et qu'il ne pourra plus fuir, et qu'il sera détruit automatiquement en contact. Oui, j'entends. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est l'intention de la règle, mais le immédiatement, il est quand même bien marqué. Donc, ils ont rajouté immédiatement. Donc, dès qu'on déclare une charge. Tu disais qu'on ne pouvait pas faire de test de grande bannière. Pourtant, c'est un test de panique. C'est pas non, c'est un test. Ça, c'est l'intitulé de la règle V8. La V8, c'était un test de panique quand on déclare une charge. Maintenant, c'est un test de commandement. Donc, la grande bannière ne marche pas sur les tests de terreur. Puisqu'elle ne marche que sur panique, ralliement et morale. Et là, on est sur un test de commandement. D'accord. Donc, je te relis la règle. Quand une unité qui cause la terreur déclare une charge, la cible de la charge doit immédiatement effectuer un test de commandement.
En cas d'échec, elle doit fuir. Et ça veut dire que quand je déclare une charge en premier avec la terreur, le gars la loupe, la fuit, et ben si j'ai une autre unité à côté, elle va déclarer sur le gars, et il pourra pas fuir, et s'il est touché, toute l'unité est wipée automatiquement. Oui, oui, tout à fait. Mais j'ai bien compris. Bah, moi, je trouve ça assez monstrueux, mais bon, voilà. Bon, Je bref, sais bien, après, mais tout le monde ne cause pas la terreur dans Non. Warhammer, heureusement, mais voilà. Oui, puisqu'une Mais, unité qui est chargée... Une unité qui Alors, charge une unité en fuite, l'unité en fuite, sa réaction, normalement, c'est la fuite. sa seule réaction, c'est la fuite. Et pourquoi Mais, elle peut pas comme là on n'a pas le droit de fuir 2 fois dans la même phase, elle ne pourra pas bouger. Tu me suis? Ah, on n'a pas le droit de C'est fuir une- 2 fois dans la Ah même ouais, sphère. c'est Ça, je une savais règle. pas. Ouais. D'ailleurs, je me souviens plus de l'intitulé de la règle, mais c'est avec une histoire de fatigue ou je sais pas quoi. Enfin, les gars, ils peuvent pas fuir. Voilà, ils sont trop crevés là, donc ils fuient pas 2 fois dans la même phase. Ah mais voilà, Non, non on n'a mais pas le droit tout, de fuir tout 2 vient fois de dans la là. même phase. Je savais pas qu'on pouvait pas fuir 2 fois dans la même phase. Eh non, on peut pas fuir 2 fois dans la même phase. Non. Timber. Bon, bah Timber, on joue au dé, quoi. Voilà. Oui, y a rien de compliqué dans Timber. Non, il y a rien de compliqué, je pense pas. Non. Tir et fuite, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc, faut pas oublier que là, par contre, la fuite, elle est que de un seul dé finalement. Enfin, avec du meilleur des 2 dés. Sauf si on est rapide Euh, du coup. Si on est rapide, on peut rajouter, comme je te disais tout à l'heure, la règle rapide. Les 2 choses qui font que c'est une règle vraiment extraordinaire, c'est que on a le choix, et c'est tout test de fuite, charge et poursuite. Voilà. Et le tir et fuite, voilà. La règle... Tir rapide. Ouais. Tir rapide, il y a 2 effets. Il y a l'effet pas de malus de -1 quand on a bougé, et il y a l'effet toujours être capable de faire un tir de contre-charge. Yes. Attention à pas le mélanger avec mouvement et tir. Voilà, mouvement et tir, c'est pour la marche Ah, forcée. voilà. Et notez que l'arc court, qui a souvent été un parent pauvre de Warhammer, a gagné cette règle et ça lui ouvre pas mal de possibilités. Bon, tirailleur, ça mérite une émission entière. On fera peut-être pas, on va attendre que, comme j'ai déjà lu une personne a dit que les règles de tirailleur, elles mériteraient d'être entièrement réécrites. Voilà. C'est pas injouable, mais c'est très compliqué à comprendre en lisant et puis même à appliquer. J'ai un truc à dire quand même sur les tirailleurs, en résumé, qui va très vite. Pour les combats de tirailleurs, le seul cas où le tirailleur fait une grande ligne, c'est quand on cherche tirailleur contre tirailleur. Tous les autres cas où il y a des corps à corps qui impliquent des tirailleurs et des non-tirailleurs, les tirailleurs, ils limitent leur front à ce qu'ils peuvent couvrir du front ennemi. Voilà, je dirais que ça. C'est assez simple. Donc les énormes lignes de tirailleurs, c'est seulement tirailleur contre tirailleur. Et encore faut-il que le mouvement du tirailleur chargeant le permette. On rappelle aussi que les tirailleurs, ce sont eux qui s'alignent sur une unité quand ils sont chargés. C'est eux qui s'alignent et c'est pas l'unité qui s'aligne. Donc les tirailleurs ne sont pas des redirecteurs de premier choix comme Voilà. peuvent l'être d'autres unités. Et le schéma de charge d'une unité en rang sur une unité en tirailleur du livre, il est complètement faux par rapport à l'écrit. Donc ne vous y fiez pas trop. Vous regarderez ce qui est écrit et puis vous regarderez le schéma. Il fait une roue pour se mettre exactement sur le front de. Enfin voilà. On pourrait croire qu'ils sont redirecteurs, effectivement. Le tir de volée. Ah, j'ai un petit détail rigolo sur le tir de volée. Alors la plupart des gens résument en disant la moitié des figurines qui tirent pas dans les rangs arrière. Donc c'est la moitié de chaque rang arrondi au supérieur. Quand vous avez un rang de 1, il y a une figurine qui tire. Voilà. Si vous avez une colonne de marche avec un de front, il y a tout le monde qui tire. Touche d'impact. N'oublions pas donc les 3 pas minimum, ça c'est bien intégré par la communauté des gens qui jouent. La règle touche d'impact, c'est initiative 10 non modifiable. On fait un petit laïus là-dessus parce que c'est pas évident. On a le piétinement et l'impact qui sont non modifiables. Je fais tout ça de mémoire, mais je suis assez sûr de moi, mais bon, à vérifier par certains s'ils ont un doute. Et par contre, le frappe en premier et le frappe en dernier qui sont modifiables. Le touche d'impact, surtout pour les défis, pose problème. Quand on déclare un défi, du coup, la touche d'impact, elle est dans le défi. Exact, puisque Voilà. ça reste une attaque. Rappelons aussi que on peut pas mettre de touche d'impact. Ça a beau être une attaque, on peut pas mettre de touche d'impact dans un personnage au contact s'il y a 5 figurines du rang ou plus dans l'unité dans laquelle il se trouve. Et puis il y a aussi un FAQ qui permet de quand même mettre des touches d'impact dans une unité qu'on a chargée, même s'il y a un personnage qui arrive sur le côté et qui nous lance un défi, puisque le FAQ dit qu'effectivement la touche d'impact, on en avait déjà parlé, elle est seulement sur l'unité qui se fait charger, et du coup ça pourrait neutraliser les touches d'impact de lancer un défi avec un personnage arrivant sur le côté au même tour, par exemple si tu as une poursuite. Bon, voilà. On est vraiment dans les petits détails, mais bon, on est là. Ah, mais ça arrive plus souvent qu'on croit.
Il faut retenir dans la touche d'impact, c'est qu'il faut faire 3 pouces minimum de mouvement. Donc c'est pas la distance pure, c'est il faut que le char ait bougé de 3 pouces. Enfin, le char ou toute la figurine qui a la touche d'impact, je parle de ça parce que c'est emblématique. Et aussi que c'est une initiative 10 non modifiable. Mais s'il y a quelqu'un qui a une règle qui permet d'avoir plus de 10 en initiative, il va taper avant votre touche d'impact. On a oublié la règle tir multiple juste avant. Ah bah oui, alors la tir multiple, alors attention, parce que la règle tir multiple, ben écoutez, j'ai envie de dire, parce qu'on m'a déjà posé la question, quand toutes les figurines d'unité équipées d'un doivent tirer soit un seul tir, soit tir multiple. Voilà, donc en fait, il faut toujours faire un choix si on fait le tir multiple ou pas. Et n'oubliez pas que voilà, quand vous avez du tir multiple empoisonné, des fois c'est bien de ne pas le faire, parce qu'il y a quand même des unités emblématiques comme les skinks qui ont ça. Voilà, si ça nous amène à 7+, il vaut mieux faire du tir unique que perdre le poison. Ça perd beaucoup d'intérêt de ces armes-là. Savoir la Sarbacane par exemple. Je dois pas que le tracté. Donc je j'ai jamais vu cette règle jouer, donc je sais pas. Bah si t'as Donc, joué c'est la Skaven quand même. Ah non, justement, moi j'ai pas joué de. Je trouvais que c'était un peu compliqué, voilà. Et le creuset en plus, de par le FAQ de la frénazie, le creuset tracté, on pourrait dire bah il a son mouvement complètement pourri ou alors il prend le mouvement de l'unité à côté, mais comme on doit prendre le meilleur mouvement possible, on va charger loin et être obligé de charger loin. Voilà. Donc j'ai rien à dire sur cette règle parce que moi je l'ai jamais vu jouer. Alors après, voilà, les gens qui jouent je crois que le chaudron de sang aussi est tracté, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Voilà, ils pourraient nous en parler, mais c'est une règle que j'ai jamais vue et donc j'ai rien à dire pour une fois. Profitons-en. Tueur de monstres. Bon bah la règle tueur de monstres que je vais dire. Quand le jeu est apparu, tout le monde s'est dit ah c'est génial, ça va être la règle anti-dragon et tout. Moi je trouve le gros avantage de cette règle. Alors le désavantage c'est qu'il faut sortir le 6. Sans dévoiler de grands secrets, c'est une arme psychologique, mais un monstre bien armuré, des fois il faut qu'il passe outre sa peur et que peut-être qu'il fasse au tueur de monstre. S'il n'a pas trop d'attaque, s'il n'a pas trop de relance. Non, pour moi le gros avantage à l'usage de cette règle, c'est qu'elle enlève la régénération. Donc si on a un monstre qui a une régénération et une régénération et une invulnérable, il va être beaucoup plus sensible que d'habitude parce qu'il n'aura plus qu'une seule sauvegarde possible au lieu de ses 3 habituels. Exact. Donc voilà. Mais c'est ça qui rend le tueur de monstres très très fort parce que comme on s'adresse à des gens qui jouent, voilà, c'est la grande peur, c'est le personnage a triple sauvegarde. Pour moi, c'est pas les behemoths montés le principal problème, c'est plutôt la triple sauvegarde en fait, qui commence à faire vraiment beaucoup sur des figurines qui ont beaucoup de points de vie. Ouais. Là, on passe de triple sauvegarde à une seule sauvegarde et perdre tous ses points de vie en même temps. Ouais. Donc perdre tous ses points de vie en même temps, c'est flagrant, mais le fait d'enlever la régénération, c'est le plus le cadeau bonus quoi. Les unités régimentaires, on a parlé tout à l'heure on en a parlé quand on a parlé de la règle détachement. Vétérans. Alors sachez messieurs que les vétérans, c'est bien précisé dans la règle, mais rappelons-le, et d'ailleurs on va devoir faire une parenthèse là-dessus parce que c'est marrant, le test de morale n'est pas un test de commandement. Parce qu'en fait, la règle de morale, c'est qu'on doit comparer sa valeur de morale avec ce qu'on a perdu et on lance 2 dés et on regarde par rapport au truc. Donc à aucun moment, il parle d'un test de commandement. Et il le rappelle dans la règle vétéran pour que ça soit bien clair. C'est pas un test de... Il y a assez peu de choses qu'il faut relancer tous les tests de commandement. Par exemple, il y a la grande bannière mort-vivant, mais ils font rarement des tests de morale. Mais là, on est dans un cas où une unité vétérante, elle pourrait avoir envie de relancer le moral. Donc ça a été reprécisé de mémoire dans la règle. Donc je regarde la règle vétéran et ils me disent bien, notez qu'un test de morale n'est pas un test de commandement, c'est la règle de base du moral. Donc par simplification de jeu, on joue tous comme un test de commandement modifié, mais la vraie règle c'est qu'il faut comparer sa valeur de commandement avec un jet de D6 par rapport au commandement modifié. Donc vétéran permet de relancer ses tests de commandement, mais pas ses tests de morale. Pas les tests de morale, vu que c'est pas les... C'est marqué dans la règle, mais autant le dire. Pas évidente. Et on finit par le vol. Voilà. Ouais. Et ben le vol... qui lui aussi est dans la catégorie des règles extrêmement avantageuses. Le vol, ça va être évident pour tout le monde ce que ça fait le vol. Alors les avantages un peu plus discrets, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de faire des marches forcées sans faire de test de commandement. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Parce que ça permettrait de rendre les unités volantes moins systématiquement ultra faciles à repositionner. C'est dommage. Moi, je trouve que c'est bien dommage d'avoir mis cette règle-là. Autre chose, le vol ne donne pas le rapide. Alors ça, c'est très classique. Voilà.
En début de jeu, beaucoup de joueurs Prince Démon hallucinaient quand on leur disait mais non, t'es pas rapide. Bah si, je vole. Bah oui, mais est-ce que t'as l'amour rapide? Oui, mais c'est pas grave, je vole. Bah regardons la règle vol, non, ça a jamais marqué nulle part que ça donnait rapide. Donc on a des volants non rapides comme les démons majeurs aussi, hein. Mhm, mhm. Et d'ailleurs, l'objet magique tapis volant, qui donne la règle vol, précise aussi qu'il donne la règle rapide. Et donc ça aussi on en a déjà parlé ensemble, mais le vol, c'est un choix de bouger au sol ou de bouger en mouvement de vol. Et quand on vole, ça permet d'ignorer les unités et les décors au sol. Par contre, on n'a pas le droit d'atterrir sur une unité. Et si on atterrit dans un décor, on en subit les effets. Donc l'infranchissable, on ne peut pas y aller. Ou le difficile, on va avoir le plus petit jet de charge et mouvement -1. Et enfin, le dangereux, on va avoir un test de terrain dangereux. D'accord. Donc ça nous rend pas complètement immunisés au décor, c'est juste quand on arrive à passer d'un côté à l'autre. Voilà sur le vol. Et alors moi, dans les petites remarques personnelles, je trouve ça très regrettable qu'ils aient pas plus élargi les capacités de vol. Moi j'aurais bien vu par exemple les dragons avec une caractéristique de vol plus basse. Parce que c'est des grosses créatures qui mettent du temps à s'en... Enfin je sais pas. En tous les cas, ça c'est au niveau fluff, ça justifie, mais tout est justifiable. Au niveau jeu, ça serait quand même intéressant de pas avoir des machines de guerre indestructibles qu'on vole 9 ou 10, voilà. À l'opposé, des petits trucs comme les chauves-souris vampires qui, je pense, ont une caractéristique de vol plus basse, mais elle descend pas à super bas non plus. Voilà. À noter que des figurines qui se ressemblent beaucoup peuvent avoir des caractéristiques de vol différentes. Voilà, toutes les créatures monstrueuses n'ont pas la même caractéristique de vol. Voilà, il y a des dragons je crois qu'il y a des dragons qu'on neuf, peut-être dragons zombies. Je veux pas dire de bêtises, que je suis pas un expert de toutes ces listes. Des trucs qui se ressemblent beaucoup, par exemple, comme tu as fait l'erreur ultra classique, on confond souvent gargouille et furie. Ouais. Enfin, c'est en anglais, voilà. Et gargouille, et c'est compliqué parce que il y a deux figurines qui se ressemblent, qui ont eu des noms différents, et en plus il y a un nom qui ressemble en anglais. Donc on confond gargouille et harpie. Voilà. Ouais. Mais elles n'ont pas la même caractéristique de vol, du tout. Et on Voilà. rappelle, mais on l'a déjà dit, que on ne, c'est pas parce qu'on vole qu'on voit au-dessus quand on tire. Non. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les lignes de vue pour charger. C'est pas parce que vous volez, que vous êtes sur un Pégase par exemple, que vous pouvez voir derrière une infanterie pour charger une unité que vous ne voyez pas. Ce raccourci, il est fait beaucoup parce qu'il y a des grandes cibles volantes qui sont très jouées. Et elles voient par-dessus les troupes, les grandes cibles. Mais tous les volants ne voient pas par-dessus les troupes. Ah non, mais moi je l'ai vu sur un des parties, parce que c'est vrai que ça les rend d'autant plus forts. Les Pégases, ils voient à 360, ceci, cela, bon, ok. Comme ils sont sur des tiges, et que souvent on les met sur des hauteurs différentes pour pouvoir les placer les uns à côté des autres, ils sont assez hauts. Et les mecs, ils chargent derrière une unité qui a fait un cordon, quoi. Et non, ça marche pas comme ça. On voit pas... Non, mais la figurine a effectivement un impact de gameplay, et n'en déplaise aux gens qui veulent pas jouer les figurines, une énorme figurine hyper impressionnante, en général, se fait plus tirer dessus, quoi. Même si elle est pas forte. C'est du vécu, hein. Ah bien sûr. Il y a une édition de Warhammer où je jouais un énorme mammouth, et bon, c'était une vieille édition, il avait vraiment un profil pas génial, mais tout le monde en avait peur, parce qu'elle était très grosse, quoi. Et donc c'est ce que tu dis aussi on a l'impression que ça voit par-dessus, mais ça voit pas par-dessus. Et l'autre chose que j'ai à dire, c'est, voilà, grâce aux vidéos de fil, on vous a donné 2 trucs anti-Pégase. On peut bloquer les lignes de vue et on peut les empêcher d'avoir charge dévastatrice. Avant de dire c'est pété, c'est complètement nul, c'est complètement trop fort, ou c'est complètement nul, ça. On essaye de voir s'il n'y a pas moyen, en jouant à la table, de trouver des trucs, quoi. Oui, et puis de toute façon, il y a une chose, et ce sera en guise de conclusion, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand une unité devient très forte, elle est beaucoup jouée. Donc, dans les listes qu'il y a en face, il y a les contres sont systématiquement mis. Et donc, c'est à ce moment-là que le mec qui va jouer une unité qui est absolument pas jouée va surprendre tout le monde et va gagner ses parties justement avec ce truc. Parce que clairement le duc bretonien, tout le monde sait que c'est très fort machin, donc on met des contres. Un mec sur un dragon, on sait que c'est très fort, donc on met des contres. Et les Pégases, on sait que c'est très fort, donc on met des contres. On va mettre des tirs, des balises, des ceci, des cela. Et au final, le type tu vas dire hop. T'as pas joué de Pégase ? Non. Mes balistes elles vont servir à tuer 3 paysans en ligne au fond du truc. Voilà. Donc. Alors après, ouais, ça c'est un discours assez lisse, mais même ça avec ça m'est arrivé hier. Hier, je fait une partie vite fait. J'ai pris une liste d'un joueur de mon club
que j'avais pas du tout fait. En fait, il y a aussi à la table, hein, il y a des trucs justement l'histoire de bloquer les nœuds, parce qu'il est très fort le duc bretonien, mais il peut pas charger ce qu'il voit pas. Voilà. Exactement. Donc, il y a aussi dans le jeu qu'il y a des parades à faire. Donc je pense que voilà, j'en reviens, moi c'est ma conclusion, ça sera toujours la même, c'est que au lieu de refuser de jouer contre quelque chose, au lieu de se dire je vais pas le faire parce que machin, c'est bien de pratiquer et de voir, parce que même avec une armée qui est pas forcément faite pour, mais qui a une certaine polyvalence, et moi je le dis parce que moi j'aime bien un peu les armées thématiques, donc je peux avoir tendance à pas jouer polyvalent, et souvent je le paye cher parce qu'il me manque certains éléments. Donc une armée polyvalente, normalement, si tout va bien, on a à peu près tout pour contrer tel truc. Par contre, après, il faut bien connaître son armée, à peu près voir ce qui se passe en face pour y arriver. Donc, c'est vraiment important. Et moi, je trouve ça dommage d'appauvrir le jeu en disant ah bah non, faut pas jouer ci, faut pas jouer ça. Du coup, on en restera sur la théorie en disant ah bah ça c'est trop fort, faut pas le jouer. Peut-être on arrivera là, mais laissons encore une chance au jeu de prouver parce que voilà, parce que par exemple. Au final, tout le monde trouvait, au début, on dit oh, les dragons c'est trop fort. Maintenant, c'est le duc qui est trop fort. Donc, pourtant, le duc il est pas sur dragon. Hein. Voilà. Donc, Exactement. non, mais c'est Ah non, mais je suis d'accord. le moins on jouera des figurines, le moins on saura comment jouer contre, voilà. Et avec aussi d'ailleurs. Pour les figurines qui sont censées être nulles, ça c'est nul, ça sert à rien. Peut-être qu'il y a une utilité. On verra bien. Eh bien, j'allais dire Xavier. Oh, Question d'habitude. Mon cher JB, merci beaucoup pour toute cette review sur les règles spéciales universelles dans cet œil de JB. Une vidéo qui en appelle bien sûr d'autres, notamment sur les règles spéciales uniques. Et aussi sur les bonnes pratiques pour débuter le jeu, ça on a ça dans nos cartons, ainsi que tout d'autres thèmes sur les yeux de JB, je sais pas comment on peut dire ça, sur les émissions l'œil de JB en tout cas. Merci beaucoup à toi, on se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne bien sûr si c'est pas fait, et de la partager autour de vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo et on en a besoin car ce sont les tipeurs et les soutiens de la chaîne, les partenaires de la chaîne qui font que cette chaîne existe, donc merci à eux et merci de continuer à nous soutenir. Je vous rappelle aussi que soutenir nos partenaires, eh bien c'est aussi soutenir la chaîne. Merci encore JB pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt, mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, La chagate n'est rien.